Bravo. Laurent. Comment ça va, mon Lolo? Ça va, c'est le cadreur, il me racontait une histoire. Ah ouais? Une femme, elle va voir le docteur, elle fait « Docteur, j'en ai marre, tous mes amis disent que je suis nymphomane, est-ce que vous pourriez me donner un traitement ?» Et le docteur lui dit « Madame, dès que vous me lâchez la bite, je vous fais une ordonnance. » Elle est rigolote. T'as compris? Non. C'est le warm-up. Clotilde Courreau et Audrey Fleurot, bonsoir. Alain Chamfort, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour votre nouvel album qui s'appelle Le désordre des choses. C'est le 15e, 50 ans de carrière. Vous n'en revenez toujours pas. D'ailleurs, vous dites, je suis une sorte de rescapé. Ça m'amuse d'être encore là. Ah oui. Ah oui, ça c'est dingue, ça c'est sûr. Un peu ça quand même. Ils sont tous morts, sauf vous. Alors, on a le même âge. Mais oui, ça se dirait pas, hein. 69 ans, année érotique. Alors, chaque fois que vous sortez un disque, la presse titre « Le retour du dandy ». Vous n'avez pas envie de débarquer sur un plateau avec un rat sur l'épaule On fait ce qu'on est et on est ce qu'on peut. Ouais. Voilà, enfin, bon, après, je m'en accommode et ça va. Alors, c'est vrai que sur les plateaux, vous êtes plutôt discret. Le pire que vous ayez fait, je me souviens, c'est qu'une fois, vous avez baillé sans mettre la main devant votre bouche. Ah ouais. Vous avez On m'en a beaucoup parlé. Ouais. Ouais. Il va y avoir des bonnes questions après. Hein, Je vous espère. Il se chauffe là. Hein. on est dans la mise en abîme. Alors, Alain Chamfort est un dandy. You're chasing all the girls, they can't resist your smile. Oh, they long for dandy, dandy. Dandy. Alors, vous aimez les Kings? Bien sûr. C'est génial, non? Bah oui. Sous-estimez les Kings, un petit peu comme vous. Je pense que vous êtes sous-estimé, parce qu'on dit tout le temps, Alain Chamfort, c'est Manu Reva. Entre autres, c'est ça aussi. Oui, d'accord. C'est des dizaines Il y a beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, comme à chaque fois que vous venez, vous allez subir votre propre music story. Il n'y a pas de problème. Casse-toi, joujou à la casse-toi. Et je te briserai comme tu m'auras brisé le cœur. Alors, cette chanson passe, en fait, à la fin de l'émission, chaque semaine. Ouais, bah, je c'est sais, le générique j'entends. de fin, c'est ça. Et là, je dis bonsoir. C'était Salut les terriens. J'adore. Bon, alors, il y a ça et il y a ça. J'ai compris ta philosophie, bébé-lou, et ta façon de voir la vie, bébé-lou. Manu rêve. Voilà, voilà. Où es-tu, Manu rêve? Le soir descend et nos regards s'éclairent. L'hiver très tôt. Bambou, dans tes silences se dessine. Bambou, je me vois chasseur d'ivoire. Juste histoire d'ivoire. Plus clair dans mes pensées, couleur d'ébène. Chasser mes troubles, chasser mes peines. J'ai comme un malaise en Malaisie. C'est comme si la fièvre m'a baissé. Secret classé, secret sucré, c'est espionnant jet. Secret classé, secret sucré, sous-marin soviet. Secret classé, secret sucré, d'un baiser. J'ai la fièvre dans le sang. Cette vie m'échauffe les sangs. Comme un adolescent, je déraille bon sang. J'ai toutes les larmes du ciel peuvent bien m'emporter. Quand ton cœur fait bang bang bang. Souris puisque c'est grave. Seules les plaisanteries doivent se faire dans le plus grand. Car la lune, il m'arrive de refuser. Ce n'est que moi, ne craignez rien.
Voilà, chant fort, ça n'est pas que Manu Reva. Un big up. Voilà, donc, évidemment. Alors Manu Reva, c'est le bateau d'Alain Collat. Ah ouais, puis ça sonnait C'est mieux vrai. que Pendwick 5. Ou Fleury Michon. Sur votre mélodie, Gainsbourg avait écrit Adieu California. Je te dis adieu California. Te souviens-tu au California? Voilà, ça vous plaisait pas? Pas du tout. Et ça vous plaît, vous? Non, c'est Sim Voilà. qui chantait là, non? Non, c'est moi. Ah, c'est Sim. Non, bien, vous entendez parler de la mort d'Alain Collat, vous faites ça, quoi. Manu Reva. C'est-à-dire que le texte était quand même nettement mieux et il s'adaptait mieux à la musique et là, ça devenait une vraie chanson. Vous étiez ensemble avec Gainsbourg à Los Angeles. Oui. Vous aviez bossé. Et On a lui, bossé. il picolait. Donc, mais je l'avais emmené là-bas quand même pour essayer de le sortir un peu de ses démons, de l'attirance, des sollicitations qu'il avait sur Paris sans arrêt. Mais ça passait Ça ne changeait rien. Donc il arrivait avec des trucs écrits sur des bouts de papier. Mais vous savez que ça l'a pas empêché de dire beaucoup de bien de vous, Gainsbourg. Ah oui? Ah oui, j'ai retrouvé ça, regardez. Une élégance dans sa gestuelle, dans son regard, dans le look. Il chante ses musiques, il chante ses orchestrations. C'est un pro. Beau garçon, que je suis pas. Il y a tout ce que j'ai pas. La belle et la bête, quoi. Moi, j'ai des fanatiques. J'aime pas le mot fan. Hein. J'ai des fanatiques. À mon âge. De 12, 15 ans. Et lui, ce gamin-là, il tombe. Et il tombe toujours, hein. Tout ce qu'il veut. Très gracieux. Le sarcasme, un peu. Le sarcasme. A dandy. I'm a dandy too. You know, man? Tout dandy. Tout dandy. Un tout dandy, hein, ça se déconne qu'il ne faut pas qu'on sorte ensemble. Parce que... Non, t'es un bon garçon, mais il m'a fait beaucoup de peine en me quittant. C'est vachement bien. Là, il était bien bourré, hein. Les mecs avec qui vous avez travaillé, ils ont tous été jaloux de vous. Ça a commencé avec Dutronc. Non. Dutronc Ah, était Dutronc, jaloux de c'est un vous. peu Clo-Clo différent, était ouais. jaloux de vous. Donc là, il Gainsbourg- débranchait le son. Ouais, mais vous êtes pire. Il lui donnait que 20% de la lumière, 20% des musiciens, c'est vrai, hein? 20% Ouais, au du début, son. ouais, c'était un peu ça. Qui est très jaloux de vous. Alors, vous avez eu des hauts et des bas, mais vous revenez toujours, tel le phénix, aujourd'hui avec un album magnifique qui s'appelle Le désordre des choses. Vous dites, malgré la volonté de mettre de l'ordre, je crois que c'est quand même le désordre qui gagne toujours. C'est pas ça? Oui, un Ouais, peu, si, ouais, si, si. voilà, ouais. Voilà, ouais. Et oui, l'album, c'est un joli titre en plus pour l'album qui prend en compte un petit peu l'environnement dans lequel on se trouve, aussi nos désordres personnels, existentiels. Enfin, je sors un peu de Oui, mes- l'album est résolument moins romantique, vous parlez moins d'amour, vous abordez des thèmes évidemment de société, des thèmes existentiels, vous parlez de la déshumanisation, vous parlez d'individualisme, et vous avez cette phrase terrible, terrible. Les seuls qui s'en sortent sont ceux qui ne font pas cas des autres. c'est un Ça peu va pas vrai. mieux ta dépression, toi? Oui, enfin, je sais pas, j'ai dû dire ça à un moment donné où j'étais pas bien, effectivement. Non, mais oui. T'as un C'est un traitement, peu- rassure. Mais il y a comme une part de vérité là-dedans. C'est très juste, Bien sûr. c'est très juste. Est-ce Les que gens tu as qui- écouté Exister? Tu veux écouter Exister, Ah, là je l'adore. Dis-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, Thierry, mais Exister, qui était une chanson merveilleuse. On regarde. Exister, ça tombe dessus comme un grain un soir d'automne. Exister n'est pas un dû, on arrive comme un intrus. La veille, il n'y avait personne. Exister n'est pas un dû, ça demande un camion grue, tellement parfois ça pèse des tonnes. Exister, quel sport de rue, sur ses pas du badminton. Voilà un chanson Exister, extrait du désordre des choses, son nouvel album. Et vous le saurez donc au Trianon le 15 novembre 2018. Le désordre des choses a été salué par la critique. Les Inrocks, qui me déteste, mais qui vous adore, a dit un disque splendide aux paroles géniales qui confirme l'éternelle jeunesse du chanteur pop, Frenchy et chic. Bien.
Ouais, c'est Regarde la joie sur son visage. Mais c'est Chamfort, ça. Tu ne changeras plus, il est comme il est, tu sais. Bon. Alors, on lit aussi Sacre de l'élégance, Mélodie sublime. Vous allez finir par être culte. Je sais pas, on verra. J'essaye simplement de faire ce que j'aime, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais. Dans la joie. Dans la joie. Dans la joie, Vraiment, toujours. Non, mais il dit une phrase que j'aime beaucoup. Ma manière d'être, c'est de me situer un peu en retrait. Oui, c'est ma nature, je suis comme ça et je vais avec, quoi. C'est pas toujours simple, mais c'est vrai que c'est pas ma meilleure place, c'est pas sur un plateau de télé. On est Non. d'accord. Voilà. Donc, Mais moi, je suis ravi de vous recevoir à chaque fois. Vous dites, je n'ai pas l'attitude ni le discours d'un vainqueur. Quand ça ne marchait pas, je finissais par trouver que c'était presque normal. oui, parce que j'ai jamais essayé de travailler en fonction d'une attente, quoi, particulière. Alors que si, je l'ai fait au début, quand j'étais avec Claude François, je faisais des chansons qui étaient formatées, qui étaient construites pour atteindre un public. Voilà. Et ça, je l'ai fait pendant 4 ans, et à un moment donné, ça ne me convenait plus, quoi. Vous êtes échappé, vous avez bien fait. En tous les cas, bravo, parce que vous pourriez être sur la tournée Ashton, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Hein? C'est assez touchant, tout ça aussi. Ouais. Hein, je trouve qu'il y a quelque chose... Par exemple, Vanda Alio, qui n'était pas du tout dans ce registre au départ, Ouais. se retrouve sur cette tournée-là. Ouais. Et finalement, elle a trouvé une espèce de terre d'accueil, enfin, avec des gens qui sont tous dans la même Mais situation. j'ai aucun mépris pour ça, on en parle souvent de cette tournée ici, bien sûr. Mais vous y êtes pas. Mais je suis pas. Voilà, ce qui est plutôt bien. C'est le temps qui court, court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus orgueilleux. Alors, vous n'êtes pas une rockstar, hein? Non. Ben, on va faire une interview rockstar. D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait des caprices bizarres dans votre loge avant un concert? Non, mais c'est peut-être ça, justement, qui est bizarre. Non, Vous n'avez jamais exigé de la coke, une pute C'est pas possible. voir la mer par la fenêtre alors qu'on est à Clermont-Ferrand. Alors que tu peux baiser la fille. Est-ce que vous êtes déjà battu avec vos musiciens? On a vite réglé le problème, eux, ils sont dans le tourbus et moi dans le jet privé. Donc... Est-ce que vous avez fait un piercing à un endroit extrêmement intime? Je dis pas, c'est privé. Si le goût du sexe est un endroit intime pour vous... Ah ouais? Non. Vous avez déjà dormi dans votre vomi? Non. On parle de rockstar, mes enfants. Est-ce que vous avez déjà pris de la coke dans les toilettes avant de monter sur scène? Pas dans les toilettes, non. On y arrive, on y arrive. Est-ce que vous avez un tatouage? Non. Il n'est pas trop tard, moi je vais me faire tatouer l'année prochaine. Quoi, tu vas mettre quoi? C'est 10 ans avec Audrey. Ah, Donc, je j'espère me que t'as une gomme, hein, parce que... Bah, comme je t'ai déjà dit, c'est pas la première, mais ce sera sûrement la dernière. Phrase de Serge Gainsbourg. Je vais me faire tatouer une fleur de lys. Et où? Sur le cul. Ah. Est-ce que vous avez déjà frappé une fan trop entreprenante? Vraiment seulement quand elle demandait, quoi. Mais sinon... Ah, ben voilà, on y arrive. On se retrouve après la pub pour la suite de Warner. À tout de suite. Rebonsoir les terriens du samedi. Nous sommes de retour dans le warm-up, toujours en compagnie de Clotilde Courreau, Audrey Fleurot, Alain Chamfort et Laurent Baffy. Clotilde Courreau et Audrey Fleurot, bonsoir. Alors vous êtes ici, mesdemoiselles, toutes les deux, pour le film La Fête des Mères. Toutes les mamans, des Antilles d'Afrique ou de Cuba. Alors, La Fête des Mères en salle le 23 mai, réalisée par Marie Castille, mention char, avec vous deux, et entre autres, Olivia Cotte, Nicole Garcia, Carmen Maura, Pascal Demolon et Vincent de Dienne. Donc, c'est un film choral sur différentes façons d'aborder la maternité, avec des portraits de femmes d'âges différents et de différents milieux. Ça va? Ça n'a pas l'air drôle comme Non, ça. ça va dit comme ça. Moi, je n'y vais pas. Hein. Ça va de présidente de la République à prostituée chinoise. Là, déjà, Ouais.
prostituée chinoise, ça donne Oui, un peu c'est plus un peu plus envie. catchy déjà, oui. Alors il y a celle qui est en plein baby blues, celle qui ne veut pas d'enfant, celle qui apprend sa grossesse, celle qui est rejetée par ses filles, celle qui choisit d'adopter. Alors vous, Audrey, vous jouez Anne, présidente de la République, Oui. en plein baby blues, qui pense qu'elle va être dénigrée par l'opinion publique à cause de son enfant en bas âge et que c'est incompatible avec son statut. Tout à fait. J'ai déjà vu des interviews chiantes, mais celle-là, elle est collector, celle-là. Hein. Alors, il y a une scène où vous discutez de plans sociaux avec un chef d'entreprise en changeant les couches du bébé, quoi. Oui, parce que elle essaye d'être sur tous les fronts, donc elle essaye quand même d'assurer en tant que maman, mais elle a assez peu de disponibilité, enfin comme la plupart des mamans. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est comment, en fait, le fait qu'elle soit présidente de la France, c'est-à-dire qu'elle est au sommet de la pyramide sociale, mais en fait, finalement, ça parle de la situation des 3/4 des mères qui se retrouvent à devoir travailler en ayant un bébé en bas âge. C'est bien, ça. C'est la même chose. Mais tu pour tout rames le un monde. peu moins, mais quand même. Vous avez vraiment tourné à l'Élysée, ce film? On a quelques décors de l'Élysée, ouais. Oui. C'est Oui, dingue. Brigitte nous a accueillis. c'était Et Brigitte super. vous a aidé ou elle avait Elle du... était Mais non, elle changeait le petit, elle peut pas oui. être partout. Clotilde, vous jouez non pas une princesse, mais vous jouez une journaliste qui est divorcée, qui est carriériste, qui est très préoccupée par sa vie professionnelle. Oui, c'est-à-dire qu'elle a eu une maman qui n'a pas été effectivement très maternelle, plus préoccupée par sa carrière, et donc au lieu d'entamer sa vie et acceptant sa mère telle qu'elle est, elle décide un peu de reproduire, et puis à un certain moment, elle va lâcher prise. Mais c'est C'est tout bien. le sujet du film, en fait. Hein. On regarde à quoi ça ressemble. Vos enfants n'auront pas de cadeau de fête des mères cette année. Viens, on fait un bébé. N'importe quoi. Oh putain. C'est quoi ce délire? T'es enceinte? Mais non, c'est pas un test de grossesse. Maman, pourquoi tu réponds pas? Je t'ai appelé 4 fois depuis ce matin, là. Corniche pas. T'as toujours été trop sensible. Si je suis curieux, c'est grâce à ma mère. Si je pleure en écoutant Puccini, c'est grâce à ma mère. C'est son regard sur la vie, voilà, qui m'a construit. Tu crois que tu es supérieure parce que quoi? Parce que tu t'es reproduite? Pourquoi vous parlez pas? Je vais vous lire ce que j'ai écrit. Maman. C'est pas le moment de craquer, Madame la Présidente. Je suis pas à la hauteur, je le sais, tu le sens. Tu es sa maman. Et s'il pourrait parler, il te dirait relax, maman. Je t'aime. En fait, moi, j'aurais voulu être un père. C'est vrai. Parce qu'on est plus indulgent avec les pères. Enfin, avec les hommes en général, d'ailleurs. T'as vu comme tu serais belle? N'importe quoi. Vous avez des enfants, vous? Non, pas encore. Bah oui, mais je serai la mère parfaite, avec l'enfant que j'ai pas encore eu. Est-ce que ça va être comme ça aussi pour la fête des pères? Ah bah oui. mais ils sont fous de la fête des pères. Fête des mères, donc, en salle, le 23 mai. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire pour convaincre Laurent Baffy d'aller voir ce film? C'est évidemment un film qui parle de la maternité, mais plus généralement, ça permet aussi de faire un point sur la société aujourd'hui et juste de se rendre compte que ça n'est pas si simple pour une femme aujourd'hui d'assumer de ne pas avoir de désir d'enfant. En fait, il y a un poids, une injonction de la société qui est... Mais elle a raison. Mais oui, elle a raison. Moi, je voulais pas d'enfant. Et tout le monde se foutait de ma gueule parce que je voulais pas Bah, d'enfant. je t'en ai fait 3. J'en ai fait 3. Audrey, c'est la première fois que je vous reçois dans cette émission. Oui, d'ailleurs, ça me fait bizarre, le mobilier, je m'imaginais pas ça, je voyais pas transparent. Non, c'est vrai, depuis tout à l'heure, je regarde. C'est vrai qu'on voit tes couilles. Regarde. En vrai, ça fait un peu toc. Profitez-en parce que à la fin de la saison, nous allons casser le décor. Ah, oulala, j'ai bien fait de venir. Nous allons faire une demolition party. Alors vous verrez ici, c'est la discrétion absolue. Ouais. Alors pour parler un petit peu de vous, comme c'est la première fois que vous venez dans l'émission, on vous a vu dans Intouchable, on vous a vu dans des séries comme Le Village Français, comme Engrenage, qui ne sont pas les pires séries. Et en quelques années, vous êtes devenue la rousse flamboyante
Oui, du cinéma français. En même temps, vous êtes la seule. La rousse est toujours flamboyante. Quand on vous fait des compliments, parce que Dieu sait si on vous fait des compliments, effectivement, vous répondez « Si vous saviez à quel point je suis une arnaque ». Et c'est vrai que vous êtes passé de ça à ça. Est-ce qu'on peut revenir sur la première, s'il vous Où plaît est-ce que vous avez chopé cette photo? Mais c'est toi, vraiment? Ouais, ouais. Oui, c'est moi. Ouais, ouais. C'était avant. C'est parce que c'est ma mère qui a pris la photo. Et je Avant. pense que j'ai les yeux rouges. Parce que vous sur n'êtes la pas fait photo. changer les yeux, quand même. Non. Non. Mais c'est très bizarre, on dirait que j'ai les yeux marrons dessus, ouais. Ouais. Je pense que j'ai les On yeux peut rouges revoir à la photo. couverture du journal Lui, s'il vous plaît. Voilà, alors là. Mais tu t'es fait refaire qu'un sein, pourquoi tu montres? C'est ça. Alors j'avais tout misé sur celui-là. Je dis l'année prochaine, je fais l'autre. Voilà. Votre vocation a été extrêmement précoce, puisque votre père était pompier à la Comédie Française, et à l'entracte, il vous faisait rentrer dans les coulisses. Donc vous avez vu des comédiennes et des comédiens très tôt. Il était régulièrement de garde à l'époque où il y avait des pompiers de garde dans les théâtres. Je crois qu'il n'y en a plus maintenant. Et je crois qu'il y a un soir, ma mère lui a dû lui dire emmène la gamine. Et il m'a emmenée et je me souviens très clairement qu'à 8 ans, j'ai su ce que je voulais faire, quoi. Pompier. Non, non. Pompier. Alors ça commence avec Kaamelott. Ensuite, il y a Minuit à Paris de Woody Allen, mais il vous coupe au montage. Alors quand vous dites aux gens je joue dans Minuit à Paris, les gens ils disent c'est mytho, quoi. Ben, c'est surtout que j'ai eu la frustration de ne jamais voir les scènes, surtout quand même. Heureusement, il y a Intouchable, donc ça c'est bien. Après en télé, donc on l'a dit, il y a Engrenage et Le Village Français. À partir du 15 mai, vous êtes sur C8 dans Safe, la nouvelle série d'Arlan Coben, donc coproduite avec Netflix, avec Michael Hall, le gars qui fait Dexter, quoi. Et Six Feet Under aussi. Tout à fait. Hein? Ouais. Alors je vais vous dire bienvenue sur C8. Vous connaissez C8? Je connaissais... non. C8, c'est ça. Voilà, bienvenue sur C8. Comment ça va, Clotilde, alors? Elle va bien. Enfin, Ça va je vais bien. Comment va Emmanuel? La famille se porte bien. Alors, quand on s'est connus, en fait, vous étiez désespérés. Moi, il y a longtemps qu'on se connaît, il y a au moins 25 ans. Vous chantiez ça. Un jour, mon prince viendra. Un jour. Non, Non. c'est Elodie Frégé, c'est non, pas vous. c'est pas Et moi. puis après, c'est arrivé, donc vous êtes devenue princesse de Venise. C'est quand même génial de s'appeler princesse de Venise, je trouve ça... C'est la classe. Ah ouais, vraiment. Elle voulait que je l'appelle Venise. Et c'est pour ça que je voulais pas venir. Donc qu'est-ce que je fais? Je sors? Non, laisse tomber, c'est pas grave. Ouais, mais tu vois, c'est pas possible, quoi. Donc, est-ce que vous vous souvenez de l'interview Par Amour? Non? Non, mais... Les chaussettes. Ouais, mais c'est pour ça que je voulais pas venir dans cette émission. Pourquoi? Mais parce que je fais un métier, je m'appelle Clotilde Courreau. On me facilite pas forcément la tâche pour un tas de raisons qui sont des raisons, je pense, je sais pas, une image ou j'en sais rien. Mais et tout d'un coup, si j'avais pas envie de venir ici, c'est que les chaussettes, par exemple, j'étais une bonne cliente. Et quand on passe, et quand on a un vrai amour de ce métier et qu'on s'engage, c'est-à-dire on va vraiment jouer des spectacles en province, on tient à cette chose qui fait que je suis ce que je suis, tout d'un coup revenir dans une émission et se retrouver littéralement balancé avec un truc qui est de l'ordre... C'est Non, notre non, mais je vie, suis pas... c'est notre vie, c'est nos souvenirs communs. Je comprends, mais C'est moi, nos souvenirs, c'est moi pour moi, c'est mais j'espère que les la gens, nostalgie, le souvenir, j'espère que le souvenir, il est d'une femme, justement, c'est pour ça que ce film me plaît autant. C'est qu'il est d'une jeune femme, puis d'une femme, et qui est indépendante, qui a des enfants, qui se bat, et qui continue ce métier avec tout ce qu'il y a de plus grand moi, pour moi. Je trouve que c'est plutôt sympathique et charmant de reparler de ça. Mais ça ne m'étonne pas, Thierry. Ah bon, on va Ça ne regarder. m'étonne pas de vous, Thierry. Moi, j'allais dormir chez mon copain, Alexandre, qui me faisait embrasser sa chaussette sale 100 fois pour lui prouver que je l'aimais. Ah, c'est bien ça. Non, ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Je vais le faire, ça. Je vais le faire, ça.
je vois pas. Non, mais vous n'avez pas monté que j'avais 7 ans quand j'ai fait ça. Bien sûr. Ça change tout. Et puis, c'est important aussi de dire, justement, d'être dans cette émission et de faire passer le message que j'ai envie qu'on me suive en tant qu'artiste et je me bats pour ça. Ouais. Et je fais des choix, et j'en fais peu, mais quand je les fais, c'est parce que j'y crois, ou des metteurs en scène, et que ça fait un certain temps. Ça vous empêche pas d'avoir le sens de l'humour, quand même. Non, bien sûr. Alors, les chaussettes, ça a continué, il faut dire, c'est devenu un truc extrêmement célèbre, les chaussettes. Tu sais que... C'est la question, Clotilde de Courreau. Ça fait 20 ans que tout le monde parle de cette affaire de chaussettes, on regarde. Question Clotilde de Courreau. Est-ce que par amour, vous seriez prête à embrasser 100 fois oui? Je sais, je connais cette question. Je me suis posé la question. Les chaussettes sales, oui. 100 fois oui. Par amour? Oui. Il y a une question qui est très célèbre dans cette émission. C'est est-ce que par amour, vous embrasseriez 100 fois les chaussettes sales de votre amoureux? C'est la question Clotilde de Courreau. Courreau, oui. Voilà. Que les habitués de l'émission connaissent bien. If he really wanted me to. S'il voulait que je le fasse, oui. Oh là là! Est-ce que par amour, question Clotilde de Courreau, vous seriez prête à embrasser 100 fois ces chaussettes sales? Par amour, par amour. N'importe quoi. Par amour. Oui. Par amour. C'est un peu con, quand même. Je suis prête à tout. Est-ce que donc, comme Clotilde de Courreau, vous seriez prête à embrasser 100 fois ces chaussettes sales? Des chaussettes sales? Mais pourquoi je ferais ça, quoi? Bah, par amour. On choisit pas, vous savez. Mais salles de basket, salles de chaussures en cuir. Salle de prince avec des chaussettes brodées, donc. Alors? Ouais. Est-ce que vous seriez prêt à embrasser 100 fois ces chaussettes sales? Ah non. Question Clotilde de Courreau, qui a répondu oui. Alors, si elle a dit oui, Princesse des Neiges, alors je dis oui. Tu dis oui? Oui. 100 fois les chaussettes sales. Ça, c'est pourri, quand même. Oui. Et maintenant, la question, dite question Clotilde de Courreau, parce que Clotilde Courreau avait répondu oui. Est-ce que par amour, vous seriez prête à embrasser 100 fois ces chaussettes sales? Ah oui, alors oui. Pas de problème. Pas de problème. Est-ce que par amour, vous seriez prête à embrasser 100 fois ces chaussettes sales? Bah oui, ça complètement. Oui. Bah oui, ça... Ah ben bravo. Est-ce que par amour, vous seriez prêt à embrasser 100 fois ces chaussettes sales? Ben j'ai assez pour acheter une machine à laver, je comprends pas la question. Ben non, pourquoi je... Écoutez, en tous les cas, tout le monde est prêt à le faire. Alors, justement, je ne vous ai jamais posé la question. C'est la première fois que vous venez. Est-ce que vous embrasseriez 100 fois les... Non, mais ça me fait... Je trouve ça très drôle, comme si c'était le sommet de l'horreur. Je veux dire, je peux vous faire des propositions bien plus audacieuses. Enfin, bien sûr, par exemple. Là, vous mettez le doigt sur la discrétion de cette émission. Non, déjà, on ne dit pas vous mettez le doigt, déjà, premier truc. Non, mais voyez, c'est bien la preuve qu'on est discret, parce qu'on pourrait poser bien d'autres questions, voilà. Non, mais vous m'en voulez vraiment? Oui. Non, mais vu comme ça, j'ai rien... Oh, j'ai des chaussettes sales. Arrête, Laurent, je t'en prie. Laurent, c'est ridicule, Laurent. Arrête. Clotilde, vous m'en voulez pas? Non. Vous méritez beaucoup mieux que les questions que je vous ai posées. Merci. Allez, ressors les rames. Voilà, c'était le Warm-Up. On se retrouve après la pub pour Salut les Terriens. Avec nous ce soir, 6 super terriens. Alain Chamfort, Sonia Mabrouk, Vicente Lizarazo, Franck Gastambide, Malik Benkala
et Laurent Baffy. Première terrienne invitée ce soir, l'occasion de mettre un sampleur que j'adore. Sonia Mabrouk. Premier terrien invité ce soir. On continue avec les sampleurs. Vicente Lizarazu. Ouais. Autre terrien invité ce soir. Alain Chamfort. Et en plus, c'est lui qui a écrit la musique. Voilà, autre terrien invité ce soir. Franck Gastambide et Malik Bentala. Et il y a aussi ça. En P2, Alex Vizorek et notre terrien du samedi soir, Benjamin Brier. Ce jeune homme a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire son combat et il sait de quoi il parle. Il a vécu l'enfer et il a failli en mourir. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag SLT. Et maintenant, voici mon CDD, Tom Villa. Ça va Thierry? Ça va. Super. Déjà, tu es sympathique quand tu arrives, tu es souriant, tu es mignon, hein? Il va dire très beau plateau ce soir. Non, pas du tout. Je voudrais féliciter Thierry parce que la semaine dernière, vous avez réussi la prouesse, je dirais même l'exploit de réunir en plateau BHL et Ariel Dombal qui n'avaient jamais fait aucune télé, tous les deux. Voilà. Comme par hasard, il y avait Tex aussi en plateau. Du coup, on a fait un quiz Les Amours. Et c'est là où BHL a été très soulagé qu'il n'y ait pas l'acteur Manuel Ferrara en invité. Et ça, vraiment, c'est... Alors, je ne veux pas paraître déplacé, mais si vous me le permettez, notre premier invité, à la plus belle jambe du plateau ce soir, Vicente Lizarazu, bonsoir. Bonsoir. C'est incroyable, Lizarazu, il est mieux gaulé à son âge que moi au mien. C'est le basque le plus célèbre de France avec Philippe Etchebest et le fromage petit basque. Et j'adore le petit basque, c'est comme un basque, il est dur dedans et mou de... Très bizarre cette phrase. Vicente, évidemment, c'est le champion du monde 98. Cette année, c'est les 20 ans, Thierry. Ah oui, et d'ailleurs, pour fêter l'anniversaire, ils vont faire un match le 12 juin prochain avec toute l'équipe de France 98 contre une équipe internationale. Voilà. Il y aura toute l'équipe 98 qui sera réunie, sauf Didier Deschamps, qui sera pas chez le dentiste, mais pour la Coupe du Monde en Russie, il sera en train de préparer. Et pour l'occasion, d'ailleurs, vous êtes remis au vélo, je crois, Vicente, et j'espère que Stéphane Guibarch, lui, s'est mis au foot tout court. Voilà. Tiens, notre prochain invité, c'est la touche charme de l'émission ce soir, Alain Chamfort, bonsoir. Non mais... Quel bel homme, quel beau gosse. J'adore Alain Chamfort, toutes ses chansons. Où es-tu, Manuel Valls, j'adore, vraiment. Et vous l'avez dit, Thierry, juste avant, c'est Claude François qui a découvert Alain Chamfort, voilà. Et vous faisiez ses premières parties, il était jaloux, il débranchait la sono, il faisait des alertes à la bombe juste pour vous faire chier, c'est fou. Puis après, vous avez arrêté la collaboration et vous avez dit que Claude François n'aimait pas que les gens le quittent. Il n'aimait pas ça et les ampoules, a priori. Et... Non, mais elle est facile. Voilà, un chanteur qui fête cette année ses 50 ans de carrière, 15e album studio qui s'appelle Le désordre des choses. L'album est magnifique. J'ai écouté, il y a Les Micro-Sillons, qui est une très très belle chanson. Ça parle des comparaisons entre les rides sur un visage et les sillons d'un vinyle. Voilà, ça marche pas avec tous les visages, cette comparaison. La semaine dernière, on a reçu... Et voilà, et... Après, la pochette est très chouette aussi, Alain. Regardez, c'est un petit puzzle. Par contre, qui a fait le puzzle? C'est Gilbert Montagnier ou quoi? Pas pour le résultat final. Regardez juste ce que ça donne qu'on remet vraiment. Il n'y a aucun bout qui rentre dans les... Une belle arnaque, Alain, hein, putain. Notre prochaine invitée, Thierry, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est mademoiselle Sonia Mabrouk, s'il vous plaît.
Mabrouk qui signifie heureux, chanceux en arabe, et berger allemand à la télé. Et attention, on rigole, mais c'est une pro de l'interview, Sonia. Pour pouvoir en placer une, il faut qu'il y ait tous. C'est très fort. Et elle anime sur CNews une émission tous les soirs. Et puis elle est sur Europe 1 aussi. Elle anime les grandes voix, le débat des grandes voix. Elle sort son deuxième livre qui s'appelle Dans son cœur sommeille la vengeance. C'est un très beau titre. On dirait un peu le nom d'un film sur M6 le samedi après-midi, mais c'est un très beau titre. Et c'est un roman qui parle de ces jeunes qui ont fait le djihad. Vous allez en parler tout à l'heure. Faisons juste un petit message pour tous les jeunes mal dans leur peau qui veulent partir en Syrie. Je vous donne un numéro, 01 40 71 40 00. C'est pas un centre de déradicalisation, c'est le numéro d'Énergie 12. Faites les enjeux à télé-réalité. Je veux dire, après un mois tout frais payé au soleil avec des culs en maillot de bain, t'as plus envie d'aller te faire péter. Vraiment, ça... Non mais c'est vrai. Et puis pour terminer, Thierry, ils ont ressorti le taxi du garage, ils ont passé la 5e et ils ont rappelé qu'en 2018, même si Uber a bien pris du terrain, un taxi, ça peut rapporter encore beaucoup d'argent. C'est Franck Gastambide et Malik Bentala. 3 millions de spectateurs. Bravo, c'est les valeurs sûres du box-office. S'il y a des effets spéciaux, c'est Marvel. Si ça parle ch'ti, c'est Danny Boone. Et s'il y a des nains et des ours, c'est Gastambide. Voilà. Non mais on rigole parce qu'il fait tourner des nains tout le temps. Mine de rien, c'est le seul qui fait tourner des nains, avec TF1 évidemment. Mais puis, comme c'est déductible des impôts, c'est vachement bien. Et puis, non, ceux qui seraient choqués parce que je viens de dire nain et qu'on dit, ah oui, pas personne de petite taille. Non, c'est pas vrai. Regardez, Disney, ils ont pas fait Blanche-Neige et les 7 personnes de petite taille. Non. C'est terrible. En tout cas, c'est génial, 3 millions. On avait reçu Franck Dubosc ici pour les 2 millions de Tout le monde debout. Donc nous, on fait une autre stratégie de promotion, Thierry, c'est ça? Ouais. En fait, ils viennent quand ça a marché. Voilà, on attend de voir si ça fait un gros carton pour inviter les gens. Absolument, absolument. Donc je suis désolé à tous ceux qui nous regardent, mais on ne recevra pas Kev Adams pour Love Addict. Bonne émission, Thierry. Voilà, c'était comme vous l'avez avancé bébé. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur la vie, Alcanage. Et voilà, maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre T'es au top. Alors, Sonia Mabrouk, bonsoir. Bonsoir. Alors, Sonia, tout va bien pour vous. Jean d'Ormesson, vous trouvez épatante. Jean-Marie Rouard vous trouve intelligente. Pierre Le Goff vous trouve courageuse. Et Alain Finkielkraut vous trouve craquante. Ça fait quoi d'avoir réveillé le démon de la séduction chez Alain Finkielkraut? J'espère que j'ai réveillé d'autres démons, mais si vous dites que c'est la séduction... Ah bah oui. Est-ce qu'il vous a demandé de l'appeler Finky? Non, pas encore. Vous n'êtes pas là. Vous êtes française depuis 8 ans. Vous n'avez pas peur d'être trop française parce que bientôt vous allez râler tout le temps et prendre des antidépresseurs. Faites attention quand même. Alors en radio, vous êtes toujours sur Europe 1 pour le débat des grandes voix, le dimanche de 18h20 à 20h, avec Michel Cotta, Charles Villeneuve, Catherine Ney. J'en oublie? Charles Villeneuve, Catherine Ney, Michel Cotta, qui sont les grandes voix historiques de la station, avec d'autres grandes voix invitées qui nous rejoignent. Et c'est l'une des émissions, je peux le dire, qui marche bien sur Europe 1. Non, c'est pas l'une des qui marche bien, c'est celle qui marche bien. Non, c'est l'une. Alors, en télé, vous étiez depuis 10 ans sur la chaîne Public Sénat. Je vous avais prédit à l'époque que vous deviendriez la nouvelle chroniqueuse de On n'est pas couché, à la place de Vanessa Burgraff. Et vous avez de bonnes prémonitions, vous voyez. Ben, je me suis trompé, c'est raté. C'est raté, c'est en go. Dommage. Je sais pas, qu'est-ce que vous vous en pensez? n'aviez pas envie d'y aller vraiment, hein? Non, ce n'est pas que j'ai pas envie d'y aller. D'abord, la proposition m'a pas été faite, et puis je suis très bien sur CNews. C'est l'interview, c'est le débat, c'est ce que j'aime faire. Ouais. Après, on verra vous ce qui va regrettez se pas passer. de pas... Non, absolument pas. D'accord. Alors aujourd'hui, vous présentez donc les voix de l'info sur CNews, du lundi au vendredi de 17h à 19h. Ça marche très bien. Est-ce que la cohabitation avec Laurence Ferrari se passe bien? Mais c'est étrange cette question. Est-ce qu'on l'aurait posée à deux animateurs, deux journalistes hommes? Ça se passe parfaitement bien. Non mais vous avez tendance, je vais vous dire une chose, vous avez tendance, comme Christine Bravo, à chaque fois qu'on vous pose une question, à la retourner en disant que c'est sexiste. Soit s'il y a deux mecs en concurrence, j'aurais posé exactement la même question, franchement. Eh ben, je vous fais la même réponse que les autres vous feront, très très bien. Ça se passe très bien. Vraiment. Parce que elle a retrouvé sa voiture, là. C'est eu le pneu crevé quand même. Hein. C'est pas vous. Ne le dites pas. C'est pas vous. C'est pas moi. Ah, vous travaillez beaucoup, vous êtes très organisé. Très, très organisé. Vous dites avant de commencer, je range bien tous mes stylos et tout. Tout est toujours exactement à la même place. Là, on voit effectivement votre bureau. Là, on voit le petit déjeuner. Là, voilà, ça c'est votre petit déjeuner. Et puis le soir, quand vous êtes toute seule chez vous, vous faites une soupe de pâtes.
maintenant, on va parler de votre livre. Donc, c'est publié chez Plomb. Ça s'appelle « Dans son cœur, sommeille la vengeance ». Franchement, on dirait un titre de film de Bruce Willis. Sommeil, la vengeance, c'est-à-dire elle peut se réveiller ou pas. C'est toute l'énigme du roman. Ouais. Alors, c'est votre deuxième livre, c'est votre premier roman. C'est assez bouleversant. Donc, c'est sur les enfants djihadistes. Donc, c'est ce qu'on appelle les lionceaux de Daesh. Il y a quand même 460 mineurs français qui vont rentrer dans notre pays. Donc, c'est quand même un problème. Vous dites, les enfants du djihad sont un tabou, un impensé. Et le simple fait d'en parler provoque la gêne, la crainte et la défiance. C'est vrai? C'est en tous les cas un impensé pour le moment. Moi, je ne sais pas si... Je ne tranche pas dans le roman, et c'est le propre d'une fiction. Je ne dis pas s'il faut qu'il rentre ou pas. Et de fait, il y a une 60aine de jeunes, de mineurs français qui sont rentrés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on pose la question, quand on se demande qu'est-ce qu'on ressent face à un enfant. Instinctivement, un enfant, vous avez envie de le protéger, c'est un réflexe physique, charnel. Eh bien, par rapport à ces enfants-là, il y a d'autres sentiments qui viennent troubler tout le tableau. C'est une véritable question qu'on se pose aujourd'hui, qu'on va se poser pour les prochains mois. Vous dites que leur arrivée sur le sol hexagonal constitue un défi majeur des prochains mois et des prochaines années. Oui. Ce sont des enfants qui ont entre 6 et 7 ans, en tous les cas pour ceux que j'ai rencontrés. Et toute la question, c'est et plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Alors, mon héroïne dans le roman, parce que c'est le cas, c'est une fiction, croit en la seconde chance. Croit que l'une des solutions, c'est l'école de la République, mais comme nous tous, elle est pétrie de doutes. C'est-à-dire que par rapport à ces enfants, par rapport à ces défis de société, on se demande qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous avez choisi la forme du roman. Ça permet d'aller plus loin, un roman, qu'une enquête? Oui, Thierry, ça permet d'aller plus loin dans les sentiments et dans leurs contradictions. Ouais. Si c'était une enquête, d'abord c'est très simple, j'allais dire même si le sujet est compliqué pour une journaliste, et le risque c'est de trancher. Moi je ne veux pas trancher, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Alors votre héroïne c'est une journaliste parisienne en pleine remise en cause professionnelle et personnelle, elle s'appelle Léna, qui voit son destin bouleversé quand un inconnu lui propose le reportage de sa vie, donc percer le secret d'une dénommée Amra, donc ex-djihadiste de retour en France. Et on ne sait pas effectivement si l'inconnu est vraiment producteur, comme il le dit, ou un membre des services secrets. En tous les cas, on se demande, elle, si elle est vraiment repentie. C'est ça la question. Moi, j'ai essayé de faire un thriller sur fond de lutte contre le terrorisme, sur fond de retour des djihadistes, mais pas seulement de retour, parce que la question que l'on ne se pose pas, c'est qu'une fois qu'ils reviennent, qu'ils passent par la case prison, qu'est-ce qui se passe après? C'est le cas de cette ex-djihadiste qui rencontre cette journaliste, et je voulais que ce soit une véritable confrontation idéologique, politique et culturelle, un corps à corps, entre deux femmes qui vont vraiment aller très très loin. En fait, cette Amra, elle s'appelle Claire, elle vient de l'Hérault, elle s'est convertie, et elle dit... J'ai trouvé un sens à tout en me convertissant. Elle a passé 5 ans en Syrie et à la mort de son mari, en fait, on ne sait pas si elle est devenue une esclave sexuelle. Elle dit que... on ne sait pas. On ne sait pas, et c'est le cas pour tous ceux qui ont été en Syrie. On ne sait pas véritablement ce qui s'est passé. Beaucoup de ces femmes qui reviennent... Moi, je considère que beaucoup de ces femmes sont des hommes comme les autres, sont des djihadistes comme les autres, mais... Une partie d'entre elles disent qu'elles n'ont rien vu, rien fait. C'est probablement vrai pour une partie d'entre elles. Elles sont victimes, ce n'est pas vrai pour toutes. Alors, Léna donc, rencontre Amra qui lui dit « Votre civilisation pourrit par la tête comme le poisson. Votre culture s'éteint, votre spiritualité se disloque, vos traditions disparaissent, l'Occident chrétien sera absorbé, lui qui est à vendre, puisque tout est achetable. » Cette ex-djihadiste dit à la journaliste ce que beaucoup d'intellectuels français écrivent et disent, c'est-à-dire que le consumérisme, l'individualisme, le nihilisme nous a perdus, que la civilisation occidentale est foutue et fichue. Et mon héroïne, parce qu'elle va aller très loin dans sa quête pour sauver cet enfant, va se rendre compte que tout n'est pas fichu, que parce qu'elle va revenir à ses valeurs fondamentales, qui sont ses valeurs chrétiennes, c'est un personnage de fiction. Il faut savoir que cette héroïne, petite, elle a rejeté l'Église. Elle ne supportait même pas l'odeur de l'Église. Et petit à petit, quand elle va vouloir sauver cet enfant, elle va se sauver elle-même, revenir à ses valeurs fondamentales. Et moi, c'est ce que je crois profondément. Vous pensez qu'on doit revenir aux valeurs chrétiennes sans la dimension obligatoirement religieuse? Qu'est-ce que sont les valeurs chrétiennes? Par exemple, l'une des valeurs que défend cette héroïne, c'est la rédemption. Elle croit en la seconde chance.
Peut-être que ce n'est pas le cas pour cet enfant, on le verra. Mais elle veut y croire. Elle pense que si on sauve un enfant, on sauve la République, parce que ça veut dire quoi si on ne sauve pas un enfant? Qu'on ne croit plus à l'école, qu'on ne croit plus à la République, et donc on ne croit plus à sa civilisation. Alors on découvre qu'Amra a un fils de 7 ans, donc, qui est un lionceau de Daesh. Et là, je m'arrête, je ne vais pas spoiler le bouquin. Mais on va en parler, on va continuer à en parler parce que c'est très intéressant. On va passer au dossier de la semaine. Que faire des enfants du djihad? On en parle juste après l'édito de Blacko. Attention, certaines images peuvent être choquantes. On regarde. Les enfants de Daesh nous font tellement peur qu'on n'a pas le cœur de les plaindre. C'est pourtant pas de leur faute. Eux aussi sont des victimes de l'État islamique. Ils n'ont jamais eu le choix. N'empêche, des gamins fanatisés depuis la maternelle qui rêvent de mourir en martyr pour grimper plus vite au paradis, ça fait flipper. Même François Molins, le très calme procureur de Paris, est un peu inquiet. Et je pense d'ailleurs que ça sera l'un des gros enjeux des années à venir, d'assurer une prise en charge suffisamment spécifique et qui soit suffisamment en long cours pour qu'on s'assure que ces petits, qui sont peut-être un peu des bombes à retardement compte tenu de tout ce qu'elles ont vu. Quand on sait qu'il reste près de 500 mineurs d'origine française en Syrie, on n'est pas très pressé de les voir revenir. L'an dernier, Macron affirmait que les demandes de retour seraient traitées au cas par cas. Pour le moment, environ 70 mineurs sont déjà revenus de Syrie. Parmi eux, les 3/4 ont moins de 10 ans, comme ces petites filles qui ont été rendues à leur père après avoir vécu 2 ans avec leur mère, selon les lois de l'État islamique. Et il y avait des dessins, des chansons? Non, il n'y avait pas de dessin, pas de chanson. Ils disent que c'est haram la musique. C'est vrai? Bah c'est ce qu'ils disent. Bah même Oumi elle m'a dit ça. Bah oui, mais Oumi elle dit ce qu'elle veut. Tu sais, Oumi elle dit des choses qui ne sont pas forcément dans l'islam. En revanche, tous les enfants âgés de 13 ans et plus passent devant un juge. C'est ainsi qu'une dizaine de garçons âgés de 16 à 18 ans qui combattaient pour Daesh sont aujourd'hui en prison. Mais attention, les mineurs d'origine française ne sont pas la seule menace. Au total, ce sont des milliers d'enfants de toutes les nationalités qui ont été endoctrinés dans les camps de Daesh. L'État islamique, les leaders et les combattants savaient tous qu'ils allaient tomber tôt ou tard. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont préparé une jeune génération pour prendre le relais et pour continuer à semer le chaos, même après que l'État islamique soit tombé. Au mois de mars, à Londres, un djihadiste a été condamné à 25 ans de prison car il endoctrinait une 50aine d'enfants dans une école coranique pour les former aux techniques d'attentat. On s'inquiète du retour des mineurs formés par Daesh en Syrie. Mais le pire, ce serait que les djihadistes réussissent à endoctriner des enfants qui vivent déjà en France. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Xavier Nogueras, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris, bienvenue parmi nous. Vous êtes fait connaître du grand public en étant l'avocat de Jawad. Jawad, le fameux Jawad Ben Daoud, donc le logeur de Saint-Denis. Alors, vous êtes devenu, ça vous embête quand on en parle, mais vous êtes devenu un petit peu quand même le spécialiste de la défense des djihadistes, non? Alors, le mot spécialiste me gêne, il n'y a pas de spécialité, puis ça me met un petit peu en porte-à-faux avec l'ordre. La spécialité, c'est quelque chose de particulier chez nous. Non, les départs en Syrie, depuis 2013, on l'a bien compris, ont proliféré, donc effectivement, ça devient une délinquance quasi d'habitude. Donc on est plusieurs, effectivement, pénalistes à défendre ces jeunes gens, ou moins jeunes d'ailleurs, qui reviennent de Syrie. On est beaucoup, de plus en plus, à les défendre. Ouais. Alors, pour commencer, le djihad, c'est quoi? Vous dites c'est pas une infraction sanctionnée par le code pénal. Hein. C'est une activité, vous dites c'est un concept. Le djihad, ça n'existe pas dans le code pénal. Le djihad, ça existe dans le Coran. Ouais. Donc il y a 6 degrés du djihad. Effectivement, celui qui est poursuivi, c'est le djihad offensif, le djihad armé, voire le djihad global. C'est-à-dire que ces individus partent pour une cause très précise, faire le djihad armé contre Bachar el-Assad en Syrie. Et puis là-bas, ils sont manipulés et se retournent contre l'Occident, puisque ça devient un djihad global. Mais le premier degré du djihad, c'est un combat contre soi-même. Alors, à partir de quel âge peut-on estimer qu'un enfant est endoctriné? Vous pouvez vous poser la même question avec à quel âge un enfant est capable de savoir lire ou de savoir réfléchir ou de savoir penser. Et l'endoctrinement, ça peut commencer extrêmement jeune. 6 ans, 7 ans. Oui. Sonia? Oui, 6 ans, 7 ans, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une capacité à absorber ce qui est dit, une idéologie, à partir d'un certain moment où vous pouvez reproduire les gestes ou un discours, alors que c'est un mimétisme au départ. À partir de ce moment-là, il y a malheureusement une possibilité d'être endoctriné, tout à fait. Alors, le gouvernement dit qu'il se prononcera en fait au cas par cas.
Mais c'est pas légal, ça, de se prononcer au cas par cas, parce qu'en général, il y a une loi et tout le monde est sous le coup de la loi, non? Cette déclaration du président de la République, elle fait suite à un courrier qui a été envoyé par une famille, parce qu'ils avaient leur fille et des enfants nés sur zone, en disant qu'est-ce qu'on en fait. Et effectivement, il s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait traiter ces problématiques-là. Et il ne parlait pas spécifiquement des enfants, il parlait des femmes et des enfants qui seraient susceptibles de revenir, mais les retours, c'est pas nouveau, y compris pour les femmes. Les femmes reviennent depuis déjà quelques années sur le territoire français en passant par la Turquie. Donc le cas par cas, je ne vois pas exactement. Pareil pour le rapatriement, au cas par cas, on n'a pas encore vu d'exemple pour l'instant. Ce mot, il est un peu connoté, maître. Rapatriement, c'est les retours, oui, et on a besoin, et heureusement que vous êtes là dans notre beau pays, qui est des avocats qui défendent, c'est tout à fait normal de les défendre, mais rapatriement, c'est comme s'il y avait un devoir de rapatrier. Rapatriement, dans notre histoire, il a quand même une connotation... C'est les Français d'Algérie. Voilà. Donc, rapatrier des gens que vous défendez, c'est très bien, mais qui étaient contre son pays, qui ont combattu contre ce pays, moi, ce mot me gêne profondément. C'est un mot qui a été utilisé par le président de la République. Moi, ça ne veut pas dire que c'est un bon mot, hein. Non, moi je ne fais que reprendre sa phrase. Savoir vous dites, ils ont été contre leur pays. Moi, tout ça me gêne aussi. C'est-à-dire qu'il y a un processus judiciaire qui doit se mettre en place, à l'issue duquel on saura effectivement ce qu'ils ont fait, s'ils ont été associés à une entreprise terroriste, s'ils n'ont fait que suivre. Je vous entendais tout à l'heure le dire que parmi ces femmes qui rentrent, certains n'ont absolument rien fait, même si les femmes sont des hommes comme les autres. Moi, la plupart des femmes que je défends ont suivi leur mari souvent dans des histoires catastrophiques et extrêmement tristes, où le mari est totalement radicalisé, veut partir sur zone et il menace de prendre des enfants. La femme suit le mari, se retrouve avec un mari qui meurt au bout de 3 mois parce qu'il a fait la guerre, une femme qui reste à essayer de rentrer sur le territoire français pendant des mois et des mois, en passant par des vous avez raison, périples. il y a sûrement des cas particuliers. La seule chose, maître, et c'est vrai quand on vous dit que vous êtes l'avocat des djihadistes, il ne faut pas accepter les étiquettes, et vous avez totalement raison, mais de fait, depuis quelque temps, vous les défendez. Et une chose, et c'est une vraie interrogation, une question que je vous pose, quand vous dites, je l'ai vu, parce que je suis les procès, notamment dans la filière d'Albertville, vous dites, ce sont des bras cassés du djihad, ce sont des grands naïfs, ce sont de doux rêveurs qui sont partis là-bas et qui n'ont rien trouvé. Alors patatras, ils reviennent au bercail, ils reviennent chez eux. Je trouve que c'est un peu trop facile. Moi, je suis pour la responsabilisation des actes. Sur la filière d'Albertville, une toute petite parenthèse. On est en 2014, donc on n'a pas la visibilité qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait faire la différence entre les idéalistes passionnés qui partent avec une volonté de vivre quelque chose à l'extérieur de son pays, de donner une consistance à leurs existences, et les croyants dogmatiques qui sont irrécupérables et qui ne sont pas déradicalisables, si je peux m'exprimer ainsi. C'est ceux qui ne feront pas marche en arrière. Et je suis désolé, il faut aussi accepter de comprendre qu'ils ne partent pas tous pour préparer un Bataclan et revenir le faire. Il y a ceux qui partent aussi pour faire leur hijra. Moi, j'ai des gens qui sont chefs d'entreprise, qui partent avec des frères, des sœurs et des enfants. Et ils se font arrêter à la frontière. Ils sont avec les enfants sur les genoux, ils sont une dizaine. On part en Syrie. Qu'est-ce que vous allez faire sur une zone de guerre? On part vivre dans un État islamique. Je pose la question, que faire de ces enfants? Est-ce qu'on les rend à leur maman? Enfin, si la maman est radicalisée, c'est peut-être une mauvaise idée. Est-ce qu'on leur trouve une famille d'accueil? Est-ce qu'on les place dans des foyers? Est-ce qu'on les met chez les grands-parents, qui a priori sont peut-être pas radicalisés? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Les enfants. Mais tout ça est extrêmement encadré. Vous avez le juge des enfants aujourd'hui qui fait diligenter une enquête socio-éducative pour voir si la famille est en accord avec les lois de la République. Ils sont le plus souvent, quand ils ont 4 à 7 ans, placés en famille d'accueil. Et il y a un très long processus avec des psychologues, avec des psychiatres, avec des éducateurs spécialisés pour essayer de voir, de comprendre. La dangerosité de ces enfants, ils sont à la fois des victimes et des menaces, on ne sait pas en fait. Ça dépend de quel point de vue on se place. Pour les magistrats, les avocats, la justice, et a fortiori pour les services de protection de l'enfance, évidemment, ce sont des victimes qu'il faut protéger. Pour les services de renseignement, et c'est leur rôle et leur travail, ils peuvent, ça dépend. Là, on parle vraiment des enfants qui ne sont pas en bas âge et qui ont été exposés à l'idéologie djihadiste. Ils peuvent être une menace plus tard sur notre sol et plus singulièrement en France. Alors, il y a des cas précis. Il y a Émilie Koenig, qu'on appelle la Bretonne de Daesh, donc, qui est retenue par les Kurdes en Syrie. Elle a un fils de 4 ans et des jumelles de 1 an. Quid de cette femme? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a un gros problème avec les Kurdes.
Aujourd'hui, on ne sait pas. On essaye nous-mêmes de faire des relais avec les autorités en Turquie pour essayer de les rapatrier. On n'a aucune idée de ce qui va se passer. Si les Kurdes la jugent, elle est morte. Je ne peux pas vous dire, on n'a pas de précédent pour l'instant. Mais il y a une problématique, on ne reconnaît pas le Kurdistan en tant Absolument. que tel. Donc dans ce cas-là, pour l'avocat que vous êtes et pour la justice de manière générale, c'est un problème. Mais maintenant, si on se place, j'allais dire, du côté des Kurdes, ils ont combattu les djihadistes. Donc ils se disent, mais pourquoi, quelque part, vous nous ôtez le droit de juger les gens qu'on a combattus? Nous avons mené cette guerre, nous avons perdu beaucoup de gens dans cette guerre, nos hommes, nos femmes, etc. Donc c'est une véritable question. Il y a la justice, comme d'habitude, il y a la morale, et puis il y a la politique, surtout. C'est pas évident. Alors, il y a Mélina Bouguedir, donc a 3 enfants rapatriés qui sont dans une famille d'accueil aujourd'hui. Il y en a un qui est avec elle. Le procès vient d'être reporté au 3 juin. Alors pareil, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette femme? Il faut d'abord savoir ce qu'elles ont fait. C'est pas parce que vous partez en Syrie, parce que par exemple, il y a un groupe qui est le groupe Ahrar el-Sham, qui n'est pas un groupe qui est désigné comme terroriste, en tout cas jusqu'à une certaine période, par les organisations internationales. Rejoindre ce groupe-là, ça ne vous fait pas encourir a priori le délit d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Ont-elles combattu? Ont-elles pris les armes? Ont-elles fait des camps d'entraînement? Mais qui peut le savoir? Non, mais vous avez autour, si vous voulez, on a les téléphones portables, on a les ordinateurs portables. On a quand même un certain nombre d'indices pour savoir si ces personnes-là sont fanatisées, si elles sont véritablement radicalisées, si on retrouve un drapeau d'État islamique avec un type qui part à telle période, on sait a priori qu'il a pris les armes, qu'il a fait un camp d'entraînement, qu'il a combattu. Une femme, c'est un peu plus compliqué. Le parquet de Paris, qui durcit sa politique pénale, criminalise tous ces dossiers-là pour faire en sorte que celui qui a fait du pain à Raqqa, et qui n'a fait que faire du pain à Raqqa, soit le complice des combattants de Daesh. Alors, quid des opérations qu'on appelle homo, c'est-à-dire poum-poum, quoi? Robert Badinter disait il n'y a pas longtemps, on est le pays de la déclaration des droits de l'homme. On n'est pas forcément le pays des droits de l'homme. On a une certaine dignité en France. Les laisser s'entretuer, les laisser sur zone, je crois que ce n'est pas à l'image de ce que nous sommes. Il faut leur garantir, c'est pareil avec ces histoires de procès en Irak. Ces personnes qui se retrouvent en Irak, ces ressortissants français qui se retrouvent en Irak. Est-ce qu'on les laisse là-bas se faire condamner à la peine de mort ou la réclusion criminelle à perpétuité, en dehors des principes fondamentaux de notre droit, sans accès à l'avocat, sans traducteur, procès en 20 minutes pour une perpétuité, alors que l'avocat commis d'office, en quelques secondes, n'a pas eu accès à la procédure. Vous êtes un excellent avocat, sauf que s'ils sont en Irak, c'est parce qu'ils sont allés en Irak. D'accord? Oui, bien sûr. Ok. Mais il faut aussi que notre pays brille. Bien sûr, non, mais ça, on est d'accord. D'accord. Mais il faut aussi. Mais vous êtes là pour les défendre, et encore une fois, c'est comme garantir. Dupond-Moretti avec le frère de Mera. On est très fiers en France d'avoir des avocats qui défendent Klaus Barbie. Je veux dire, le problème n'est pas là. Mais on ne défend pas des individus, on défend leurs droits. C'est ça la différence, c'est que on les montre du doigt et on est toujours un petit peu entaché de suspicion, nous, ce type d'avocat-là. On ne défend pas des individus, on ne défend pas des actes, on défend les droits de ces individus. À partir de là, les droits sont les mêmes pour tout le monde. Sonia? Il y a les droits, et j'aimerais bien qu'on dise qu'il y a aussi les devoirs. On oublie beaucoup, on se souvient des droits, et c'est tout à fait normal dans un état de droit de donner les droits à des ressortissants qui sont français ou qu'ils soient, même si ce sont des djihadistes. Mais il faut se souvenir aussi qu'on a des devoirs. Ils ne se sont pas souvenus qu'ils ont des devoirs, et le premier des devoirs, c'est de ne pas combattre son pays. Franck, t'en penses quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces gens-là? En fait, j'ai quand même une petite partie de moi qui pense à ces gens parfois un peu perdus, un peu fragiles, qui se sont fait totalement lobotomiser, parce que ceux-là, ils existent. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il y a une possibilité qu'ils comprennent qu'on leur a menti, qu'on leur a expliqué qu'en allant là-bas, ils deviendront des bons musulmans, alors qu'en fait, on va en faire des terroristes, ce qui est l'opposé de l'islam. Est-ce que, et principalement pour les plus jeunes, il n'y a pas un espoir qu'ils comprennent, qu'ils se sont trompés, et qu'on en sauve quelques-uns sans mettre en danger notre pays? C'est la question que je me pose, moi. Malik, vous en pensez quoi, vous? Je suis assez d'accord avec Franck. C'est vrai que même dans les plus hautes sphères de l'État, on a du mal à se mettre d'accord avec ce retour d'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des magistrats qui sont plutôt partisans de la défense et au contraire, les renseignements généraux qui disent qu'il faut les condamner. Mais le vrai problème là-dedans, c'est que ce sont des enfants. Et la réinsertion, après... Est-ce qu'elle existe ou est-ce qu'elle n'existe pas? Est-ce qu'il faut les condamner? Donc c'est un sujet très complexe. Et c'est vrai que je pense que dans toutes les religions, on perd le côté spirituel et il faut recentrer tout ça et parler d'amour. La religion, c'est de l'amour avant tout. Vicente? Je pense que, ce que vous avez dit tout à l'heure, la notion de droit, pour moi, elle est moins importante que la notion de devoir. Ouais.
Et je pense que si on n'a pas ce respect-là, et surtout quand on part dans des endroits comme ça, c'est pas exactement partir en vacances au Club Med à Punta Cana, c'est pas une démarche comme celle-là, c'est quelque chose de très sérieux, de très engageant. Donc à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Alain ? Il y a une vraie différence entre ceux qui ont décidé d'y aller, quelle que soit la façon dont ils ont été pris dans l'histoire, et ceux qui sont nés là-bas. C'est les enfants qui sont nés sur place, là ça va être très très compliqué. Xavier Nogueras, merci d'avoir été avec nous. Vous revenez quand vous voulez. Voilà, c'était la P1 de SLT. On se retrouve après la pub avec Alex Vizorek. À tout de suite. Rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie d'Alain Chamfort, de Sonia Mabrouk, de Vicente Lissarassou, de Franck Gastambide, de Malik Bentala et de Laurent Baffy. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonsoir à tous, bonsoir Thierry. On commence la semaine avec l'événement de la semaine. Manifestations et grèves, évidemment. Cette semaine coincée entre le pont du 1er mai et le pont du 8 mai a été très mouvementée. Et c'est bien simple. À Paris, on n'avait plus vu autant d'agitation entre deux ponts que depuis Lady Di. Et c'est le mois de mai qui, cette année, va très bien porter son nom. Puisque moi, par exemple, je ferais bien un petit week-end quelque part en train. Mais non, il y a grève. Et puis je me suis dit, je vais peut-être y aller en avion. Mais non, il y a grève aussi. Et puis je me suis dit, c'est pas grave, je vais rester à Paris. Je vais aller me faire un McDo à Austerlitz. Mais non, il n'y a plus de McDo à Austerlitz. C'est un peu l'image de la semaine. Et moi, ce qui m'a surpris, parce qu'au départ, les Black Blocs, c'est des gens qui aiment s'en prendre au poulet. Donc je me suis dit, ils vont plutôt attaquer un KFC. C'est la plus fine de la semaine. Elle est bonne, mais j'aime bien. Et Emmanuel Macron, lui, il a vu ça de loin, évidemment. Il était à Sydney et il condamne. Alors là, les débordements. Après s'être un peu joué Mitterrand au Louvre, celui qu'on compare à Giscard, mais qui était banquier comme Pompidou, en fait, il se la joue de Gaulle. Dès qu'il y a un débordement dans son pays, monsieur se barre à l'étranger. Il était à deux doigts de créer Radio Sydney. Ici, Sydney, les riches français parlent aux riches français. Les carabistouilles des violons de l'automne bercent mon cœur d'une calembredaine monotone. Passons à l'extrême droite. Du côté de Marine Le Pen, on a délocalisé le 1er mai sur la Côte d'Azur. Marine, elle sent que c'est bientôt l'heure de la retraite, alors elle se dit, je vais déjà aller faire quelques repérages sur la Côte d'Azur. Mais ça n'a pas amusé tout le monde. Christian Estrosi, maire de Nice, a dénoncé ce rassemblement et bim, Marine Le Pen l'a traité de vieux gauchiste. Je peux vous dire que c'est pas souvent qu'il a été traité de vieux gauchiste, Estrosi. Si lui est gauchiste, je te dirais que Goebbels, tu le places comme républicain modéré, sorte de Jean-Pierre Raffarin du Troisième Reich. De son côté, à Paris, Jean-Marie Le Pen, évidemment, il a rendu, une fois de plus, hommage à Jeanne d'Arc. Et c'est cohérent, Jeanne d'Arc, puisque Jean-Marie Le Pen a toujours considéré que la place de la femme, c'était au foyer. Passons au reste de la vie politique. Avec cette grosse info, je pense que ça fait plaisir à tout le monde, les Macron payent leur dentifrice et les croquettes de Nemo. Voilà. En revanche, c'est bien les Français qui payent la vaseline, mais chapeau. Parce qu'après, moi, je me dis, peut-être je suis un héros, je m'en étais pas rendu compte, parce que moi aussi, je paye le dentifrice, les croquettes de mon chat, mais je paye aussi mon loyer, Thierry, je paye ma voiture, je paye mes impôts. Je pense que je suis à ça de la Légion d'honneur. Et parlant de payer, compte de campagne de Macron, les nombreuses ristournes de GL Events. Alors avant, on appelait ça des pots de vin, mais maintenant qu'on est en Startup Nation, ça s'appelle des ristournes. Attention. Ce qui n'a pas du tout amusé la droite, Lydia Guérousse, le porte-parole des Républicains, elle dénonce un avantage accordé à la campagne de Macron, et elle a raison. Mais bon, le hic, c'est que le candidat des Républicains, c'était François Fillon. Donc c'est pas évident de reprocher à Macron des avantages. C'est un petit peu comme si, vous voyez, Michel Fourniret se scandalise des conquêtes amoureuses de Jean-Luc Lahaye. C'est pas probable.
société. Les rames de métro à Paris vont bientôt changer de couleur. Voilà, bon, c'est une info en soi, alors que nous, on aurait tous préféré qu'elles changent d'odeur. Ça sent les chômeurs qui prennent le métro. Internet. Facebook va se lancer sur le marché des sites de rencontres. Mais attention, pas pour les plans d'un soir, c'est pour les trucs sérieux. Hein, c'est pas Pattaya, c'est vraiment c'est carré. Et figurez-vous qu'on a déjà une première annonce sur Facebook et c'est Laetitia H qui écrit « Jeune femme bien sous tout rapport, cherche rencontre avec chanteur fringant » et paf, tout de suite, Charles Aznavour a liké. Donc elle a répondu « Monsieur Navour, vous êtes tout à fait mon genre, est-ce que vous voulez que je vous allume le feu ?» Et là, paf, c'est David H qui est intervenu en disant « Fais gaffe mon Charlot ». Et puis Aznavour a répondu « Je m'en fous, moi j'habite seul avec maman ». Et elle lui a dit bah, « C'est bon, on va régler ça. Demain, rendez-vous à 9h chez mon notaire. » Média. François Hollande, l'ex-président, bientôt face aux écoliers sur C8, cette émission Thierry au tableau. Alors pour une fois, apparemment, comme c'est François Hollande, l'émission ne se déroulera pas dans la classe, mais directement à la cantine. Petite blague sur le physique, c'est toujours rigolo. Cela étant, non, je trouve ça bien qu'il y aille, parce que c'est important que les jeunes voient ce qu'ils pourraient devenir s'ils ne travaillent pas bien à l'école. People, toujours, Gérard Depardieu lance sa gamme de produits alimentaires en Russie. Et c'est vrai que quand tu vois Gérard Depardieu, tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait bien manger pour avoir ce physique enchanteur ? Et si ça fonctionne, on va très très vite proposer aux Russes la gamme de produits de beauté Michel Houellebecq, c'est prévu. Sport. On va parler un peu de foot. Neymar entre dans le dictionnaire Le Robert, alors que pendant ce temps-là, Franck Ribéry n'en a toujours pas ouvert un. Foot et sexe à présent. Olivier Giroud serait le fantasme numéro 1 des femmes. Il devance Griezmann et Loris. Alors, c'est les gens sur le terrain en ce moment, hein, sinon vous auriez été dedans. Mais non, mais alors attention, c'est là qu'on voit quand même que les femmes, elles aiment les préliminaires. Parce que Giroud, il a quand même tendance à en mettre pas mal à côté avant d'en mettre une dedans. Culture, on termine. Et oui, ce magnifique costume, Thierry, c'est pour la partie culture. J'ai choisi cette semaine de rendre hommage à Yves Klein, 90 ans. Il aurait eu cette semaine, Yves Klein. Il est décédé en 62. Des figures les plus importantes, évidemment, de l'art contemporain. Parce qu'il a laissé son nom à une couleur, le bleu Klein. Voilà, comme on le voit ici sur sa main. Une photo prise probablement après un dépistage de la prostate de Michou. Au bleu. Pas mal. Dès qu'il y a du cul, ça marche. Alors, bien sûr, il a fait des monochromes. Yves Klein, on le voit, le fameux monochrome bleu. C'est juste du bleu. Voilà, une œuvre à angoisser un daltonien. Mais il ne s'est pas limité à ça. Alors, on voit ce tableau, notamment ici. Voilà, éjac facial chez les Schtroumpfs. Et voilà, on y retourne. Mais aussi des sculptures, évidemment, toujours avec son bleu traditionnel. Voilà, l'arbre grande éponge bleue, a-t-il appelé. Alors, c'est vrai que c'est pas sans rappeler le foie de Jean-Vincent Placé après une soirée curaçao. Et évidemment, y a de l'humour dans ses œuvres. Moi, j'aime bien celle-ci. Celle-ci qu'il a appelée Chéquier. Et c'est vrai que ça a surpris un peu tout le monde de l'art parce qu'on attendait plutôt Klein sur carte bleue. C'est un jeu de mots de qualité, c'est les amateurs de couleurs. Et je propose, Thierry, pour terminer, un petit jeu. Klein ou pas Klein ? Alors on y va, on commence, c'est pas évident. Pas Klein, ça. Non, le Klein est à droite, Thierry. Et à gauche, c'est un cordon bleu. C'était petit piège. Question suivante, attention. Ouais, c'est à gauche. C'est à gauche, évidemment, le Klein. On voit bien que le type, d'ailleurs, aurait dû prendre les pilules sur la photo d'à côté. Et attention, la dernière, c'est la plus compliquée. Ouais, c'est pas évident. Ouais. C'est le second. Le premier, c'est le mur du Novotel de la gare de Clermont-Ferrand. Allez. Je vous dis à la semaine prochaine, parce que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on y comprend rien. On peut pas en parler. C'était Alex Vizorek. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et en tournée dans toute la France. Et on passe maintenant à notre terrien du samedi soir. Benjamin Brier, bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue. Merci. Entre 14 et 17 ans, vous avez été victime de harcèlement scolaire, notamment en raison de votre homosexualité. Vous avez été isolé, insulté, frappé, jusqu'à ce que vous craquiez et décidiez de mettre fin à vos jours. En mars 2016, vous sautez d'un pont pour en finir, mais vous êtes sauvé in extremis de la noyade par les gendarmes. C'est à l'hôpital que vous allez décider de faire de la prévention contre le harcèlement scolaire votre combat, votre calvaire. Vous allez nous raconter ce soir dans Salut les Terriens. Alors Benjamin, vous êtes né le 11 juin 1998 au Mans. Père agriculteur, mère femme au foyer. Un grand frère et 2 sœurs. Vous avez 6 ans quand votre père est arrêté et envoyé en prison. Votre mère se retrouve alors seule. Elle a beaucoup de mal à élever ses enfants. Elle commence à fréquenter des hommes peu fréquentables. L'un d'eux va vous agresser sexuellement et l'aide sociale décide, après enquête, de vous envoyer dans un foyer d'accueil. Vous avez vécu ça comment, Benjamin? Dans le début, être retiré de sa famille, c'est toujours difficile. Et puis finalement, je suis tombé sur une famille d'accueil qui était formidable. Et donc, grâce à leur aide et grâce à tout ce qu'ils ont pu m'apporter, je pense qu'aujourd'hui, j'en serais pas là sans eux. Donc, je l'ai plutôt bien vécu. Malheureusement, l'entrée au collège marque le début du harcèlement. Au début, c'est des petites vannes sur votre situation familiale, en disant « t'as pas de parents ». Mais peu à peu, vous commencez à recevoir des coups, à vous faire bousculer dans les escaliers, et vous réalisez à ce moment-là que vous êtes victime de harcèlement. Alors, c'est-à-dire qu'au départ, au collège, j'avais pas le mot sur le harcèlement scolaire, dans le point de vue où pour moi, ça pouvait pas m'arriver, où je réalisais pas la chose. Et puis plus ça allait, plus ça devenait persistant. À l'époque, vous ne voulez pas vous avouer, Benjamin, que vous êtes homosexuel. Les élèves vous trouvent efféminé. C'est vrai qu'en récréation, vous êtes plutôt avec les filles qu'avec les garçons. Vous n'aimez pas le sport. Mais voilà, vous ne voulez pas qu'on vous dise ça. Vous avez du mal à l'époque. Oui, tout à fait. C'est-à-dire c'était surtout le regard de l'autre qui me faisait peur. Ouais. Et j'étais déjà très mal dans ma peau. Donc le fait d'assumer ce que j'étais, pour moi, était impossible et puis était aussi inconcevable. Ouais. Vous dites, c'est une fatalité, mais j'en veux pas de cette fatalité. Et vous vous mettez à l'époque devant un miroir et vous jouez au mec comme ça pour vous dire, je suis un vrai mec, quoi. C'est ça. Ouais. Je passais des heures à essayer d'être, entre guillemets, moins efféminé. Par exemple, devant la salle de bain, je passais des heures à essayer de marcher et me dire on dit que je marche pas droit, alors je vais essayer de faire autrement. Ouais. Et ça marchait pas. Le lendemain, j'étais pas différent. Ouais. Alors, vous allez avoir 16 ans quand vous entrez dans un lycée professionnel au Mans. Vous pensez que vous êtes sorti d'affaires, mais au contraire, vous retrouvez les mêmes élèves que ceux avec qui vous étiez au collège. Oui, tout à fait, oui. Et là, c'est encore pire parce que du coup, au lycée, c'est beaucoup plus méchant, c'est beaucoup plus dur dans le sens où les professeurs se disent qu'on va rentrer dans la vie d'adulte et donc on a une force en nous où on peut surmonter tout. Or, c'est pas le cas. Le cauchemar continue et puis un jour, un garçon se rapproche de vous. Il vous avoue avoir des sentiments pour vous. Il vous demande de ne pas en parler. En fait, juste quelques baisers avec ce garçon, rien de plus. Et un autre jour, le même garçon vous demande de vous prendre en photo avec lui. Il dit, je veux faire un fond d'écran pour mon ordinateur. Vous acceptez. Et en fait, c'était un guet-apens. C'est-à-dire que depuis le début, en fait, c'était un jeu. Il n'était pas du tout homosexuel. Il voulait juste vous piéger, Benjamin. C'est ça l'histoire. C'est ça. Et je l'ai très vite découvert dans le sens où la photo a fait très vite le tour de la classe. Un jour, tout le monde se montre le téléphone. Personne ne me le montre, donc je me demande ce qui se passe. Et dans la cour de récréation, il y en a 4-5 qui sont réunis, dont ce garçon.
Et quand je suis allé vers eux pour voir ce qui se passait, j'ai tout de suite réalisé qu'ils étaient tous en train de se moquer de moi et que finalement je m'étais fait avoir. Donc je leur ai dit que je n'étais pas homosexuel, que j'étais hétéro. Ils disent que non seulement vous êtes homosexuel, mais en plus vous êtes un menteur à ce moment-là. Hein. C'est ça. Là, c'est le début du calvaire. Hein. C'est vraiment, on vous appelle le PD, on vous appelle le travelot. À partir de là, votre téléphone est saturé de messages, va te pendre, tu es une erreur de la nature. Et les rares fois où vous vous retrouvez dans les vestiaires du cours de sport, c'est terrible, on vous menace en fait avec des lance-flammes artisanaux confectionnés avec des aérosols qu'on allume avec un briquet, quoi. C'est-à-dire ils veulent vraiment vous brûler, quoi. C'est ça. Ils vous disent que pendant la guerre, les nazis brûlaient les homosexuels, donc ils font pareil. Ouais, c'est tout à fait ça, oui. Alors, le pire, c'est quand même que les enseignants ne vous aident pas. Quand vous vous rebellez contre ce qui vous arrive, en fait, les enseignants vous punissent. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils faisaient attention à ce qu'on ne les voit pas pendant les cours. Par contre, quand je ripostais, je ne faisais pas attention si on me regardait ou non. Donc forcément, c'était sur moi que ça tombait. Et quand vous n'êtes pas écouté par l'équipe enseignante ou vous n'êtes pas écouté par notamment les infirmières, parce que... Mais voilà, les autorités, c'est-à-dire l'infirmière, elle n'y voit pas de problème, la CPE, elle ne voit rien de grave. En fait, ils ont peur, ces gens-là, pour la réputation de l'établissement. Ah mais c'est tout à fait ça. Enfin, c'est surtout si tu en parles, pense à l'image du lycée. En gros, il me faisait presque culpabiliser de ce qui pouvait m'arriver. En janvier 2015, vous avez 16 ans, vous commencez à vous mutiler les avant-bras. Vous pensez que la souffrance physique peut atténuer votre souffrance mentale, en fait. Ça a été pour moi la façon de m'en sortir. Ça a duré qu'un temps parce que, bien évidemment, ça aide pas. Et puis, vous utilisez une lame de taille-crayon pour vous couper les veines. Après l'hôpital, suite à cette tentative de suicide, vous retournez au lycée, mais rien n'est vraiment réglé, en fait. Non, cette première fois. C'est même encore pire, parce que là, je suis passé du statut de celui qui ne ripostait pas à celui qui s'était raté. L'année suivante, vous entrez dans un centre de formation pour passer un CAP cuisine. Et là, vous décidez de faire votre coming out. Ça se passe très mal, en fait, parce que vous dites, voilà, je suis homosexuel. Mais en fait, ce que vous retrouvez sur Facebook, par exemple, c'est votre visage avec un corps de cochon. C'est ça. Vous vous séparez à ce moment-là de votre compagnon, vous disputez avec votre mère. Ça va mal. Là vraiment, c'est le vide, à ce moment-là, dans votre esprit. Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire que je me sentais pas soutenu et j'avais l'impression d'être seul. Enfin, je souffrais. Seul au monde. Ouais. On a l'impression que la seule façon de s'en sortir, c'est de disparaître. Ouais. Donc certains trouvent que c'est de la lâcheté, malheureusement, c'est pas le cas. Non. Alors le 11 mars 2016, en effet, c'est décidé. Vous allez mourir à midi, donc vous marchez jusqu'au pont de Pontlieu. Vous voulez sauter dans l'Huisne, qui est une des deux rivières du Mans. Vous vous dites, je vais mourir et je vais enfin être libre, je vais être débarrassé de tout ça, quoi. C'est ça, c'est surtout que je savais pas, enfin je sais toujours pas d'ailleurs, je savais pas nager et pour moi personne n'allait me secourir. Sauf que, alerté par vos messages Facebook, la gendarmerie, la police vous localise grâce à votre téléphone portable. Extraordinaire. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que je voulais pas partir inutilement, c'est-à-dire que faut pas que ça arrive à d'autres. Donc je me suis adressé à mes harceleurs dans ce message où je leur ai dit, vous avez gagné, je m'en vais, c'est fini. Et enfin, le message était clair, enfin, j'allais en finir, c'était clair. Et donc c'est vrai que ce message, quelque part, il m'a sauvé la vie. Ah oui. Est-ce qu'il y a eu des messages de repentir ou pas du tout? Pas du tout. C'est-à-dire que maintenant, sur les réseaux sociaux, on peut mettre AA. J'adore, enfin, on peut mettre un émoticône, en fait, sur le statut. Et il y avait beaucoup de AA. Et donc, ces gens-là, c'était beaucoup ceux qui m'harcelaient. Les commentaires, il y en a eu des très désagréables. Ça va nous faire des vacances, etc. Alors, évidemment, la police, la gendarmerie, donc, vous localise. Et au moment où vous vous noyez, ils interviennent. Et là, il y a un truc extraordinaire. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est que vous réalisez à ce moment-là que toutes ces choses négatives, vous pouvez en faire quelque chose de positif et d'essayer d'aider les autres. Aujourd'hui, vous intervenez dans les lycées. C'est ça. Alors, j'ai eu 3 interventions pour le moment, parce que beaucoup d'établissements me refusent, au vu de mon jeune âge, où ils me disent que face à une classe, je ne serais pas crédible.
Aussi, je pense, la peur des établissements d'aborder un tel sujet, parce qu'il n'est pas souvent abordé, ou très peu. Très peu. Par exemple, je me bats également pour qu'il y ait des affiches dans les établissements scolaires, afin que les numéros d'aide soient visibles, notamment le 30-20, pour qu'il y ait des contacts d'associations envers qui se diriger. Parce que malheureusement, à cette époque-là, je ne savais pas où me diriger. Et c'est un combat que je ne lâcherai pas. Enfin, j'espère qu'un jour, dans tous les établissements de France, il y ait des affiches et des interventions dans les établissements scolaires. Pourquoi pas une campagne qui prendrait une journée, parce que malheureusement, combien ratent leur scolarité à cause de ça? Alors, aujourd'hui, vous êtes serveur réceptionniste dans un hôtel-restaurant en CDI. Oui. Tout va bien? Ah, tout va bien. Tel le phénix, vous vous êtes reconstruit. Merci. Merci à vous. Voilà, c'était la pub de SMT. On se retrouve après la pub avec Vicente Lizarazu, Franck Gastambide et Malik Bentala. A tout de suite. Bonsoir les terriens du samedi. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie d'Alain Chamfort, de Sonia Mabrouk, de Vicente Lizarazu, de Franck Gastambide, de Malik Bentala et de Laurent Baffy. Et on passe maintenant à notre deuxième. T'es au top de la semaine. Vicente Lizarazu, bonsoir. Non, 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 non. Alors, là. Comme c'était pour des footballeurs, ils ont fait un truc simple, en fait. Ouais, c'est vrai. Alors, ça fait 20 ans. À l'époque, on payait en francs. Lionel Jospin était Premier ministre. Il y avait toujours 2 tours jumelles à New York. Et Emmanuel se masturbait en pensant à sa prof de français. C'est pas d'hier, c'est pas d'hier. C'est l'époque où la France était championne du monde d'autre chose que la consommation d'antidépresseurs. Voilà. Alors, un événement incroyable, 20 ans après, on se dit encore, c'est pas possible. C'est pas possible. Dugarry, champion du monde, on se dit, c'est pas possible. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Ça va, Vicente? Ça va bien. Alors, j'imagine que vous n'avez pas eu le dress code. On avait dit torse nu. Regardez. Oh là là. Laurent, est-ce que tu peux relever le t-shirt de Vicente comme avec Nolwenn Leroy pour faire un peu d'audience? Pardon, mais je ne mange pas de ce pain-là. Ah, d'accord. Faites beaucoup de sport, hein. J'adore ça, j'ai besoin de ça. C'est ma passion. Et même Claire Kem a dit, j'en ai marre de bouffer... Non, mais c'est vrai. J'en ai marre de bouffer des légumes. Ça, c'est la vie privée. Non, ça, c'est pas vrai, ça. Et de lever le pied sur la blanquette. Quand j'étais joueur, on faisait vraiment attention, plus maintenant. Ah bon? Au contraire, là, je fais du sport pour manger. Ah, d'accord. Donc, elle aussi, elle mange, alors. Oh là là. Double sens. Non, mais vous faites sans arrêt du sport. Vous faites du paddle, du surf, du vélo, du jiu-jitsu, là, je sais même pas ce que c'est, de la plongée et de la boxe taille. Et vous êtes malade, en fait. Vous avez la bigorexie. J'ai découvert que l'addiction au sport était une maladie, c'est la bigorexie. Quand vous faites du sport, par exemple, quand vous courez, vous avez bien les endorphines à un moment. Mais quand tu es sportif de haut niveau, tu vis avec ça, avec les endorphines, avec la dopamine, avec tout ça. Et donc, quand tu arrêtes, c'est important de continuer l'activité sportive parce que sinon, c'est à ce moment-là que tu peux avoir une déprime. Et les sportifs qui arrêtent leur carrière nette, ils vivent cette déprime, cette dépression parfois même. Ah oui, c'est dû à ça, en fait. On appelle ça la petite mort. Tu connais ça, Franck, quand tu fais du sport? Au premier tour, t'en chies. Au deuxième tour, t'en chies. J'attends qu'il fasse sa phrase, connard. Au 3... Merci, Franck, merci. Non, mais c'est incroyable. Et alors, non, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu cours, au bout d'un moment, ça devient grave, quoi. C'est les endorphines. Oui.
Tu connais ça? Oui, j'ai entendu parler, oui. Eh bien, lui, il est accro à ça. Bicente, donc vous publiez Mes prolongations aux éditions du Seuil. Vous racontez la seconde mi-temps de votre vie, votre reconversion professionnelle dans les médias. Pour vous, ça n'a pas été du tout une punition, ça a été plutôt une renaissance. Oui, moi je l'ai vécu comme une renaissance. Normalement, comme je le disais tout à l'heure, on appelle ça la petite mort. Parce que c'est difficile de retrouver une activité avec la même adrénaline, avec les mêmes sensations quand tu fais des finales de Coupe du Monde, de Championnat d'Europe. Trouver un métier qui t'apporte ça, c'est compliqué. Et en même temps, quand tu es sportif, il y a une exigence, il y a une vie un peu austère. L'entraînement, la concentration, les matchs tous les 3 jours. Et moi, j'avais besoin de liberté. J'ai ressenti ça vraiment vers la fin de ma carrière, l'envie d'être libre, l'envie d'être le capitaine de mon bateau. Donc, quand je me suis retrouvé sans rien, j'étais assez heureux, en fait. J'étais heureux de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Vous n'avez pas pas d'avoir un flippé. entraîneur qui me dit quoi faire. J'étais préparé à ça. Et puis, j'étais préparé aussi parce que j'avais trouvé un projet de reconversion et que je me suis projeté tout de suite vers ça. Vous revenez donc sur la Coupe du Monde de 98. Oui, Pardon, ils ont gagné ou pas? Oui. Alors vous dites le secret, c'était l'unicité du collectif. Ça explique pourquoi Deschamps ne veut pas prendre Benzema en équipe de France? Didier Deschamps, il fait son équipe pas avec une addition d'individualité. Il fait son équipe avec l'esprit de la cohésion, avec la complémentarité des joueurs et avec des gars avec qui il peut partir à la guerre. Et donc il y a des mecs qui ne l'ont pas pris parce qu'il estime qu'il ne peut pas partir à la guerre avec eux, tout simplement. Benzema, c'est quand même dommage. C'est dommage par rapport à son talent, mais après c'est le fait au problème. Real, putain, tu te dis merde. Ouais, quoi. bien sûr, c'est un très bon joueur. Malik. C'est un super joueur, c'est dommage, Oui. c'est du gâchis, c'est vrai, mais bon, c'est trop tard, c'est définitif maintenant, je pense, ça y est là. Je pense que c'est définitif. Ouais. Alors vous dites, en parlant de 98, au coup de sifflet final, on était les Beatles. J'adore cette phrase. Ça fait 20 ans qu'on vit avec ça. Et tu sais, il y a un truc qu'on s'est dit récemment. Il y a très peu de dates dont on se souvient qui sont des dates positives. Tu sais, où tu te rappelles où tu étais, avec qui tu étais, ce que tu faisais. En général, c'est des dates un peu, tu vois, tu te souviens où tu étais le 11 septembre. La mort de Michael Jackson, la mort de Johnny. Tu te rappelles, on va s'en souvenir toute notre vie. Et puis il y en a un souvenir, qui est un souvenir positif, de rassemblement incroyable, c'est France 98. La mort de Drucker, je me rappelle pas où j'étais. Tout cher Michel. Non, non, pas lui. Alors, dans votre bouquin, on parlait du PSG. Depuis le rachat par le Qatar en 2011, le PSG n'a pas franchi le quart de finale de la Ligue des Champions. Vous dites, on peut acheter des joueurs, on ne peut pas acheter une équipe. C'est exactement ce que vous dites sur Deschamps. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qui compte, c'est l'équipe, c'est pas l'addition des individualités. C'est l'esprit, la mentalité de l'équipe. Les dirigeants du Qatar sont venus dans le foot un peu comme quand tu achètes des voitures. Ils se disent, tiens, on va se payer un beau club de foot, on va se payer des grands joueurs. Sauf que, à un moment donné, il y a cette mentalité qui doit se construire. Ça, Bicente, ça vient aussi de l'entraîneur. Bon, ils ont viré Laurent Blanc, je sais pas pourquoi. Unai Emery, il n'a pas fait grand-chose. Ils vont prendre qui, vous pensez, là? Mais en fait, le problème de l'entraîneur, c'est le problème du président. Parce que quand les joueurs ont des problèmes avec l'entraîneur ou des problèmes personnels, ils vont voir directement le président. Nasser. Ça discrédite l'entraîneur. Donc à un moment donné, il faut absolument qu'il y ait des gens qui représentent l'institution du Paris Saint-Germain et que les joueurs respectent cette institution, l'histoire du Paris Saint-Germain et les hommes qui la composent. Et je trouve qu'il y a les joueurs qui se permettent trop de choses dans ce club. Nasser, vous en pensez quoi? Oui, le projet sportif pour notre supporter, Neymar gagner Ligue Champion. C'est Nasser, mais il a raison, Bicente, quand il dit que ça passe par le président et qu'on court-circuite souvent les entraîneurs. Un joueur comme Neymar, par exemple, c'était énorme de le faire venir. Ça apporte une notoriété mondiale au Paris Saint-Germain. C'est un super joueur. Simplement, tu as l'impression que Neymar, c'est le Paris Saint-Germain. Et du coup, les autres joueurs ne sont pas mis en valeur. Donc si tu veux créer Cavani, une équipe, il est plutôt très bon. Et Cavani, c'est exactement ça. C'est Cavani, il est adoré parce que ce mec-là, il se défonce pour son équipe. Ah ouais. Il a Thierry, toi aussi, tu te défonces pour ton équipe. Hein. Oui, moi, je me défonce même pas pour mon équipe. Il y a quand même... Attends, non, t'as pas... Pardon, excuse-moi, je suis désolé. Non, si, Pourquoi tu le gardes? Vas-y. Non, mais le nouvel entraîneur du PSG, normalement, ça devrait être
Thomas Tuchel, c'est ça? Ouais. Et c'est un entraîneur qui n'a pas été choisi ni par le président, ni par les joueurs. C'est un entraîneur qui a été choisi par le propriétaire du club. Donc L'Allemand. c'est aussi pour asseoir son autorité et le pouvoir du Qatar sur le PSG, pour montrer aux joueurs que les joueurs ne décident pas de tout. Là, on va s'arrêter parce que ma mère est larguée. Alors, le 12 juin 2018, il y a un match, donc avec l'équipe de France 98. Mais quitte à vous entraîner tous, là, pourquoi vous n'allez pas en Russie? Non, mais le 12 juin, c'est un match qui sera important pour nous. Ah ouais, c'est génial. Ça sera la dernière fois que l'on jouera tous ensemble. Ah bon? Il y aura pas les 22, parce qu'on était 22 à l'époque, maintenant c'est 23. Didier Deschamps sera déjà parti en Russie. Ouais. Mais il y aura 21 joueurs sur 22. Il y aura Zidane, il y aura tout le monde. Il y aura Zizou. Il sera là. Ça sera la dernière fois qu'on oubliera. Même Dugarry, il y aura même Dugarry. Oui, même Dugas, ouais. Vous avez un prono pour la Coupe du Monde? La France en demi-finale. Ouais. L'objectif minimum pour moi. D'accord. Après, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne qui revient très bien. Et il y a le Brésil qui revient très bien, qui a une grosse équipe. Il y a Belgique qui est une bonne équipe aussi. Oh là là là, ouais. Et l'Argentine. Mais arrêtez. Arrêtez. Attendez, on n'y va pas. Mais non, si mais vous je vous dis, continuez, on n'envoie même pas les joueurs. Là. Et quand t'es en demi-finale, t'es très proche. Oui, souvent les gens en demi-finale, ils n'ont plus qu'une marche à monter pour la finale. C'est un repère en fait. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est le plus difficile. J'ai tous compris ce que tu voulais dire. C'est le plus difficile d'atteindre les demi-finales. Ouais. Tu peux atteindre les demi-finales, t'atteins la finale. Ouais. Voilà. Avec un coup de bol, on gagne en finale, quoi. C'est ça. Avec un coup de boule. Alors, si la Russie gagne pas, Poutine va envahir le pays vainqueur. Donc, est-ce qu'on n'a pas intérêt à laisser gagner la Russie? Non, mais la Russie va pas gagner. C'est une catastrophe. Ah ouais? Ah ben, on a joué contre la Russie en match amical il y a pas longtemps. Ouais. C'est une catastrophe. Je vois pas comment ils vont réussir à faire une équipe solide. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois qu'on a une chance, toi? On a été montrer le film à l'équipe de France, nous. Ouais, alors? Et alors, on les a trouvés super. Alors, on a un magnéto, on vous voit, effectivement, devant l'équipe de France. Ah. On regarde. C'est un honneur de ouf. Donc, merci de nous accueillir. Et maintenant, je passe le micro à Malik qui va faire des blagues. Vas-y, Malik. Projet sportif pour notre supporter. Gagner Ligue Champion pour Kylian et Neymar et Lila. Et pour Guy Bembe. Projet sportif, bon ville. 9-1 c'est la Champions League. 9-2 c'est la Champions League. 9-3 c'est la Champions League. 9-4 c'est la Champions League. 9-5 c'est la Champions League. Alors, on a parlé de votre reconversion, on va parler de celle des autres. On va faire une interview champion du monde à la retraite. Alors, tout le monde répond, sauf Lisa, évidemment, parce que bon, vous connaissez la réponse. Simplement, vous validez. Alain, on se concentre. Parmi les champions du monde 1998, qui a monté une écurie automobile pour faire les 24 heures du Mans le 18 juin? Barthès, bravo. Malik Bentala, 1 point. Parmi les champions du monde 98, qui est manager général de l'équipe de France de Guyane. C'est tout. Un gardien de but? Bernard Lama. Bernard Lama, bravo. Qui est entraîneur de l'équipe de Tahiti? Tahiti Bob, je sais pas, non? Non. Paréo? Non. Il est gardien de but aussi. Ah, il est gardien de but. Charbonnier? Oui, Lionel Charbonnier, bravo. Ah, je savais pas ça. Qui possède un restaurant près de Montpellier? Là, tu te refais toute la. Quel poste? Moi, je fais la compo. Quel poste on peut avoir? Il joue à la Roma. Il a joué à Candela. Candela. Bon, ça c'est facile, qui a entraîné le PSG. Laurent Blanc. Laurent Blanc, tout le monde aurait pu répondre. Qui est consultant chez Beansport? Robert Pires. Ouais, De Sailly aussi. De Sailly aussi, ouais. Qui donne tout le temps son avis sur l'immigration, même quand on ne lui demande pas, en fait? Ah, Thuram. Thuram, bravo. Qui fait du théâtre? Le Bœuf. Le Bœuf. Le Bœuf, ouais, bien sûr. Putain, Malik, ouais. Attends. Qui a été entraîneur de golf? Laurent Blanc, il en fait beaucoup, mais c'est pas Laurent Blanc. Entraîneur de terrain. golf. Il est milieu de terrain. D'origine arménienne. Il a joué en Italie. En Italie, milieu de terrain. Bogossian. Oui. Ah, Ouais, voilà. Alain Bogossian. Qui est parti promouvoir le football en Océanie? Carambeu. Oui. Ah ouais.
Qui s'occupe de foot amateur après avoir été chanteur, malheureusement. Yuri Djorkaeff. Oui. Ah, yes, ouais. Ah, ouais. Qui dit du mal de Zidane chaque fois qu'il le peut? Manuel Petit. Oui. Trop fort. Qui est entraîneur du New York City FC? Non, Patrick Vieira. Ouais. Malik. Qui cartonne au Real? C'est facile. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Qui flingue tout le monde à la radio? Ah ouais, c'est Christophe Dugarry. Bravo. Ah ouais, c'est ça. Qui dirige l'équipe de France des moins de 17 ans? Jean-Luc Lay. Il est gaucher. Là, je l'ai pas, ça m'échappe. Ah, je l'ai pas, moins de 17 ans. Auxerre. Hein. Auxerre. Bernard Diomède. Diomède. Qui est ambassadeur de la Juve? Oui, David Trezeguet. Oh là là. Qui vend des piscines? Qui marche. Ouais. Je l'attends depuis tout à l'heure, qui marche. Qui a une énorme bite? Ah, c'est connu, c'est... L'Anaconda. Ouais, c'est Thierry Henry. Thierry Henry. Qui fait des striptease en boîte de nuit en Suisse? Oh là. Tu sais? Jérôme Cahuzac. Et maintenant, on passe à nos invités. T'es un pote de la semaine. Un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle. C'est l'interview, t'es un pote, voilà. Alors, Franck Gastambide et Malik Bentala, rebonsoir. Très heureux de vous avoir parmi nous ce soir pour fêter votre succès. Les Kaira, 1 million d'entrées. Pattaya, 2 millions d'entrées. Taxi 5, 3 millions. Vas-y, kiffe. Et voilà, 3 millions d'entrées avec Taxi 5, c'est pas fini. Il est toujours en salle, le film, donc ça peut aller encore beaucoup plus loin. J'imagine que la première chose que vous avez faite, c'est que vous vous êtes achetés tous les deux un nouveau survêt pour sortir le soir. Alors, la première fois que Franck Gastambide a vu Taxi, en sortant du Gaumont Carré Sénart, il est allé faire des dérapages sur le parking. Et la première fois que Malik Bentala a vu Taxi, il n'avait pas payé sa place. Alors, il avait grugé sa place. Ça peut paraître cliché, mais oui. Hein? C'est vrai. C'est vrai. C'est un Et ami qui aujourd'hui, avait- vous êtes dedans. Ah ouais, c'est incroyable. C'est dingue. Ouais, c'est vrai. J'adore ce genre d'histoire. Bon, alors j'ai promis à Laurent Baffy de faire une interview. Ça tombe sur vous. Eh oui, comme convenu, prendre un peu d'importance dans cette émission. Alors, quel est le pitch du film? Moi, j'ai pas envie de lui parler, monsieur. Écoute, je reviendrai une autre fois, mais moi non plus. Non, on répondra pas. Alors, le pitch, donc, vous avez un taxi qui roule quand même assez vite. Et vous êtes dans Marseille. Et il y a un commissaire con comme une pine qu'on a vu dans les précédents épisodes. Comment s'est passé le tournage avec Bernard Farcy? Eh ben, très bien, c'est un acteur. D'accord, la langue de bois, très bien. Est-ce que vous pensez que vous ferez la suite, Taxi 6? Peut-être. Peut-être, donc Ouais, ça ouais. s'est mal passé avec Besson aussi. Non, C'est bon, là, vas-y, là. Tu tiens le bon bout, là. Le principe, c'est que vous avez un nain dans le coffre. C'est ça le pitch? Non. J'ai pas vu le... Mais il y a un nain, oui. Il y a un nain. Et Ah, il y a un noir, ouais. Un, que fait le nain? Deux, a-t-il été payé plein tarif? Il avait évidemment reçu un demi-cachet. Bien sûr. Et il joue un policier. Et voilà. Un policier converti au christianisme. D'accord, le mieux, parce que vous en parlez assez mal, visiblement vous n'aimez pas ce film, le mieux, c'est qu'on regarde la bande-annonce pour voir à quoi ça ressemble. Et si là, ça marche pas. Alors, on regarde la bande-annonce pour savoir à quoi ça ressemble. Commissaire, devinez qui fait encore la couve de Keuf Mag. Allez, sans les marais. Monsieur le préfet a donné l'ordre que vous soyez muté sur le champ, à la police municipale de Marseille. De Marseille dans le sud? Ah,
Bien installé? Ça va, ouais. Je t'ai pas dit que tu te plairais ici? Mais là, faut pas trop s'attacher parce que moi, normalement, je vais être muté au raid. Police municipale! Non? J'ai pas d'archi! J'ai un castré condé! Il s'est mis au milieu de la route, c'est pas que sa route à lui! Tu me retrouves le taxi et j'oublie toutes tes infractions. On pourrait peut-être faire équipe tous les deux, non? Comme dans Bad Boy. Donc c'était vrai toutes ces histoires? Mon oncle, c'est une légende à Marseille. Bah le gars a calé là. Mais c'est toi qui me stresse, tu me mets la pression aussi là, s'il te plaît, je me concentre mal après. Bouge, je prends le volant. Alerte générale! Ça faisait tellement longtemps! On a un problème sévère. Oui, Joga, Les Rital! Joga. Oula! J'ai nommé cette opération ma fille. Le seul Italien que je connaisse à Marseille, c'est Rachid. On aurait besoin qu'elle reprenne du service. Je vais lui faire une petite santé. Voilà! Il est caché le Playmobil! Je suis calme! Ne le regarde pas dans les yeux, ne le regarde pas dans les yeux. C'est bon, c'est pas ce qu'il Il avait le film, c'est bon. Et voilà, donc Taxi 5 de Franck Gastambide. Honnêtement, bravo. 3 millions d'entrées, allez le voir. Là, il y a un slogan, c'est passer la 5e. Moi, j'ai trouvé un slogan. Taxi 5, foncez le voir. Merci Thierry. Merci Thierry. Tu m'aurais appelé, je t'aurais donné. Et maintenant, Franck, j'ai une surprise pour vous. Samy Nasseri. Vous n'avez pas été très gentil avec Samy. Hein. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Voilà. Bah, je suis un grand fan de Taxi, donc je suis un grand fan de Samy Nasseri et je joins Malik à cette aventure. Et donc très simplement, dans la première version que j'ai créé un rôle pour Samy. Ouais. Et Luc Besson, dès la première lecture, me dit c'est super tout ce que tu as écrit, mais ça sera sans Samy. Ah ouais. Et alors, l'argument de Luc, c'est il faut que ce soit un nouveau duo, il faut que ce soit une nouvelle énergie, et les anciens ne peuvent pas venir aider le nouveau duo à vaincre les méchants. Il faut que ce soit vous. Si vous êtes les nouveaux héros, c'est vous qui finissez l'histoire. Donc je finis par demander à Luc si on peut envisager une apparition de Samy. Un rôle de dealer? Non. Non, justement, j'avais vraiment prévu de lui faire une apparition. Je voulais que les gens applaudissent dans la salle quand il allait apparaître. Vraiment, j'avais très envie de ça. Donc on se rencontre avec Samy, je lui propose. Il me semble intéressé par l'idée puisque les négociations financières commencent. Et puis finalement, il se rétracte en considérant que le rôle était trop petit. Donc on était très déçus de ça. En même temps, je peux comprendre que Samy avait des ambitions plus importantes. Ouais, mais bon. Et puis là, je viens de lire dans la presse qu'il serait ravi d'être dans Taxi 6. Donc je suis très content que tout s'arrange. Mais je connais Luc Besson, je te connais, voilà. Je sais que tu as raison et que tu dis la vérité. En tout cas, bravo Franck, bravo. Merci. Très heureux. Tu sais que c'est mon kiff. Ouais, je sais. Ah ouais, fan de Seth cette Gecko qui chante ça, c'est mon kiff. Alors, je vois Olympia 25 au 28. Ah ben c'est toi. Ouais. Ah mais c'est toi. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Encore. Ça s'appelle Encore, ouais. Et t'es à l'Olympia alors. Exactement. On va aller ouais. te voir, fils. Avec volontiers, vraiment. Ah ouais. Avec volontiers. Avec volontiers, c'est un ami entier. Non mais tu seras en carrière Bouteflika, vraiment, tu viens. Non mais on vient, T'es bienvenu, vraiment. Tu es content de rencontrer Lizarazu quand même? Bien sûr. C'est important pour toi? Bien sûr, non, mais je suis un grand fan des générations 80. C'est pas réciproque, hein, regarde ça. Tu regrettes un peu ce que tu m'as dit en loge. Moi, j'aurais mis Candela titulaire en 98. Laurent, tu as préparé une interview Taxi? Eh oui, vous ne serez pas étonné que je vous fasse une interview Taxi. C'est exactement ce que j'aurais dit. Bien sûr, Bon, il n'y a on pas fait, de on fait le jingle. jingle là, tu veux qu'on fasse le jingle? S'il te plaît. Jingle! Tu l'as montré dans ma favela. Va bene ma bella. Je te fais danser la Macarena. Laurent, t'écoutes alors. Est-ce que vous avez déjà fait un taxi basket?
J'ai fait un taxi babouche, moi, une fois. Ça consiste en quoi? Agadir, le même concept. Non, mais c'est comme le resto basket, tu te barres sans payer. Est-ce que vous êtes déjà barré d'un taxi sans payer? On avait compris la question, il t'a répondu. Oui, mais ça... je pense que vous l'avez fait. Il rajeunit pas, hein. Est-ce que vous avez déjà baisé dans un taxi? Franck. Non. Dis-le. Bah non. Bah je peux... Non. Est-ce que vous vous êtes déjà fait baiser par un taxi? Ah bah écoute. Non. Est-ce que vous avez déjà sodomisé un nain dans un taxi? Pas dans un taxi. De tous les films taxi, quel est le meilleur pour vous? Taxi 1, celui qui nous a donné envie de faire le nôtre. Est-ce que vous avez déjà écouté les grosses têtes ailleurs que dans un taxi? Non, même toi, t'écoutes pas. Non. Je l'ai fait, mais je ne les écoute pas. Est-ce que vous êtes déjà monté dans un taxi en disant « Bonjour, je m'appelle Hubert » ? Voilà, c'était Salut les terriens, votre talk du samedi avec Alain, Sonia, Vicente, Franck, Malik, Laurent. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous demain pour les terriens du dimanche. À demain. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.